Regarde cette famille heureuse, Valérie. C'est dommage que tu n'aies jamais pu me donner ça. Jean Dubois rit, serrant dans ses bras le fils de sa nouvelle femme pendant que les invités gloussaient. Valérie se contenta de vérifier sa montre. En fait, Jean, je ne suis pas venu seul. Garçon, le portail du jardin s'ouvrit. 4 enfants identiques sortirent d'une berline de luxe. Le verre tomba de la main de Jean. Mais avant de plonger dans l'histoire complète, faites-moi savoir d'où vous regardez et quelle heure il est. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne et commençons. Penses-tu qu'elle pleurera quand elle nous verra? Jean Dubois leva les yeux de son bureau vers sa femme, Sandrine. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, vêtue d'un peignoir de soie blanche. Ses cheveux blonds étaient parfaits, même à 9 h du matin un mardi d'avril. Quoi? Demanda Jean. Ton ex-femme, Valérie, penses-tu qu'elle pleurera à la fête? Jean sourit. Il baissa les yeux sur le carton d'invitation doré posé sur son bureau. Le carton était épais et coûteux. Il coûtait 15 € pièce. Il en avait commandé 2 cents. Sur le devant, il était écrit « Vous êtes invité à célébrer le 10e anniversaire de Léo ». Jean prit son stylo. Il écrivit sur le carton à l'encre noire. Son écriture était nette et soignée. Il écrivit « Viens voir à quoi ressemble une vraie famille ». Il montra le carton à Sandrine. Sandrine le lut. Son visage ne changea pas. Elle dit « C'est cruel, Jean ». Elle le mérite, dit Jean. Il mit le carton dans une enveloppe dorée. Il écrivit l'adresse de Valérie à Marseille sur le devant. Elle m'a fait perdre 12 ans de ma vie. 12 ans avec une femme qui ne pouvait pas me donner d'enfant. Tu as Léo maintenant, dit Sandrine. Oui, j'ai Léo. Jean scella l'enveloppe. Et je veux que Valérie le voie. Je veux qu'elle voie ce qu'elle n'a jamais pu me donner. Un fils, une famille. Sandrine se tourna et s'éloigna. Ses pas étaient silencieux sur le sol en marbre. Jean sourit à l'enveloppe. Il se sentait bien. Il se sentait puissant. Il appela son assistante au téléphone. Manon, j'ai besoin que ceci soit posté aujourd'hui. Livraison express à Marseille. Oui, monsieur Dubois, dit Manon. Jean raccrocha. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Son bureau était au premier étage de sa grande maison de campagne en Provence. Il regarda la piscine et le jardin. Le soleil était éclatant. Le ciel était bleu. Tout était parfait. Il avait tout ce qu'il voulait. Une belle femme, une grande maison, de l'argent, du succès, et bientôt il aurait sa vengeance sur Valérie. 2 jours plus tard, Jean était assis avec une femme nommée Valérie Bertrand dans son salon. Valérie était une blogueuse renommée. Elle écrivait sur les riches de la région. Elle avait 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. La fête aura lieu le samedi 14 mai à 14 h, dit Jean. Je veux que vous la couvriez pour votre blog. Valérie sourit. Elle avait 40 ans, des cheveux roux et un rouge à lèvres rouge vif. Bien sûr, Jean. La fête de Léo sera magnifique. Vous organisez toujours les meilleurs événements. Cette fête est spéciale, dit Jean. Il se pencha en avant. Mon ex-femme vient. Les yeux de Valérie Bertrand s'écarquillèrent. Valérie Leroy, vraiment? Oui. Je l'ai invitée. Pourquoi? Demanda Valérie Bertrand. Pour lui montrer ce qu'elle a perdu, dit Jean. Pour lui montrer ma nouvelle famille, ma femme Sandrine, mon fils Léo. Valérie Bertrand prit des notes sur son téléphone. Ce sera un contenu très intéressant. Je veux que vous filmiez tout, dit Jean. Je veux que tout le monde voie. Valérie Bertrand hocha la tête. J'apporterai mon meilleur appareil photo. Le jeudi après-midi, Jean rencontra les organisateurs de la fête dans sa salle à manger. Il y avait 3 femmes. Elles avaient des classeurs, des échantillons de tissus et des photos de décoration. Nous voulons du blanc et de l'or, dit Jean. Tout doit être blanc et or. Ballons, fleurs, nappes, tout. Oui, monsieur Dubois, dit une femme. Elle s'appelait Sophie Thomas. Et le gâteau? 5 étages, glaçage doré, de la meilleure pâtisserie de Bordeaux, bien sûr. Et je veux un orchestre, pas de la musique enregistrée.
Un vrai orchestre, 10 musiciens. Sophie nota tout. Ce sera cher, monsieur Dubois. L'argent ne m'importe pas, dit Jean. Je veux que cette fête soit parfaite. Je veux que tout le monde s'en souvienne. Les femmes se regardèrent. Y a-t-il une raison spéciale pour une si grande fête? Demanda Sophie. Jean sourit. Oui, il y a une raison très spéciale. Ce soir-là, Jean appela son ami, Stéphane Martin. Stéphane était un investisseur immobilier. Ils se connaissaient depuis 20 ans. Stéphane, tu viens à la fête de Léo le 14 mai, n'est-ce pas? Demanda Jean. Oui, bien sûr, dit Stéphane. J'ai reçu l'invitation. Bien. Mon ex-femme Valérie sera là. Quoi? Pourquoi? Je l'ai invitée, dit Jean. Je veux qu'elle voie ma nouvelle vie. Je veux qu'elle voie tout. Stéphane resta silencieux un moment. Puis il dit, Jean, est-ce une bonne idée? C'est une idée parfaite, dit Jean. Elle doit comprendre que j'ai gagné. J'ai tout. Elle n'a rien. Où est-elle maintenant? Demanda Stéphane. À Marseille, je crois. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis 3 ans. Elle a disparu après le divorce. Peut-être que tu devrais la laisser tranquille. Non, dit Jean. Sa voix était dure. Elle a gâché 12 ans de ma vie. Elle ne pouvait pas me donner d'enfant. Elle était brisée. Maintenant, elle doit voir à quoi ressemble une vraie famille. Stéphane soupira. D'accord, Jean. On se voit à la fête. Jean raccrocha. Il se fichait de ce que Stéphane pensait. Stéphane ne comprenait pas. Personne ne comprenait sauf Jean. Le samedi matin, Jean se tenait dans la chambre de Léo. Léo était à la cuisine en train de prendre son petit déjeuner avec Sandrine. La chambre était remplie de cadeaux emballés. Il y avait des jeux vidéo, des équipements de sport et des vêtements chers. Jean compta 32 cadeaux. Voilà à quoi ressemble une famille, pensa Jean. Un père qui pourvoit à tout. Un fils qui a tout ce dont il a besoin. Jean toucha l'une des boîtes cadeaux. Elle était enveloppée dans du papier doré. Es-tu heureux, Jean? La voix de Sandrine venait de derrière lui. Jean se tourna. Sandrine se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle portait un jean et un pull. Elle avait l'air fatiguée. Oui, dit Jean. Pourquoi? Tu sembles obsédé par cette fête, par la venue de Valérie. Je ne suis pas obsédé. Tu parles d'elle tous les jours. Tu parles de lui montrer ta vie parfaite. Sandrine croisa les bras. Nous sommes ta vraie vie, Jean. Moi et Léo, pas une performance pour ton ex-femme. Jean passa devant elle. Tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre. Jean s'arrêta. Il regarda Sandrine. Valérie m'a fait me sentir comme un échec. Pendant 12 ans, j'ai voulu des enfants. Pendant 12 ans, elle n'a pas pu m'en donner. Tout le monde le savait. Tout le monde me plaignait. Maintenant j'ai Léo. Je tais-toi. J'ai gagné. Et elle doit le voir. Sandrine secoua lentement la tête. Il ne s'agit pas de gagner, Jean. Si, c'est le cas, dit Jean. Il sortit de la pièce. À Marseille, Valérie Leroy ouvrit sa boîte aux lettres. C'était un mardi après-midi. Elle venait de rentrer de son bureau en ville. Elle travaillait comme consultante juridique. Elle possédait son propre cabinet. À l'intérieur de la boîte aux lettres se trouvait une enveloppe dorée. Valérie la sortit. Elle vit l'écriture de Jean. Son cœur battit un peu plus vite, mais son visage resta calme. Elle entra dans sa maison. C'était une grande maison en Normandie. Pas aussi grande que la maison de campagne de Jean, mais c'était la sienne. Elle l'avait payée elle-même. Elle posa sa mallette. Elle ouvrit l'enveloppe dorée. Elle lut l'invitation. Puis elle lut la note de Jean. Viens voir à quoi ressemble une vraie famille. Valérie s'assit à la table de sa cuisine. Elle ne pleura pas. Elle ne se mit pas en colère. Elle regarda la note pendant un long moment. Du salon, elle entendit des voix, des rires d'enfants.
Maman, Nathan a pris mon camion, cria une voix. Non, c'est pas vrai, dit une autre voix. Les garçons, partagez les jouets, cria Valérie en retour. Elle se leva. Elle se dirigea vers l'embrasure de la porte du salon. 4 garçons identiques étaient assis sur le tapis. Ils avaient 4 ans. Ils avaient des cheveux châtains foncés et des yeux verts. Lucas construisait des blocs. Théo lisait un livre d'images. Enzo dessinait avec des crayons de couleur. Nathan tenait un camion jouet. Valérie les regarda. Ses 4 fils, Lucas, Théo, Enzo et Nathan. Elle regarda l'invitation dorée dans sa main. Elle sortit son téléphone. Elle appela son avocat. Nicolas, c'est Valérie. J'ai besoin que vous prépariez les documents dont nous avons parlé. Les papiers de paternité, les résultats ADN, tout. Vous êtes sûr? Demanda Nicolas Lefebvre. Oui, il est temps. Elle raccrocha. Elle appela sa sœur Nathalie à Rouen. Nathalie, c'est arrivé. Jean m'a invité pour m'humilier. Il organise une fête pour son beau-fils. Il veut que je voie sa famille parfaite. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Nathalie. Je vais lui montrer la vérité. Valérie, es-tu sûre de ça? Les garçons sont si jeunes. Je suis sûre, dit Valérie. Jean voulait voir une vraie famille. Maintenant, il en verra une. Au cours de la semaine suivante, Valérie fit des plans. Elle réserva 5 billets d'avion pour Bordeaux pour le 14 mai. Elle alla dans un magasin de vêtements pour enfants. Elle acheta 4 petits costumes bleu marine assortis pour des garçons de 4 ans. Elle acheta aussi une simple robe noire pour elle-même. Le vendredi soir, elle s'assit avec ses fils après le dîner. Les garçons, nous partons en voyage demain, dit-elle. Où ça? Demanda Lucas. Il était toujours le plus prudent. À Bordeaux, pour rencontrer quelqu'un d'important. Qui? Demanda Théo. Il posait le plus de questions. Quelqu'un d'il y a longtemps. Quelqu'un que vous devriez rencontrer. C'est amusant là-bas? Demanda Nathan. Il gigotait sur sa chaise. Je ne sais pas si ce sera amusant, dit Valérie honnêtement. Mais c'est important. Enzo avait l'air inquiet. Tu resteras avec nous? Oui, mon chéri. Je serai là avec vous tout le temps. Les garçons semblèrent satisfaits de cette réponse. Cette nuit-là, après que les garçons se furent endormis, Valérie s'assit à la table de sa cuisine. Elle regarda l'invitation dorée une dernière fois. Elle la mit dans son sac à main. Elle se chuchota à elle-même, tu voulais que je voie ta famille parfaite, Jean. Maintenant, tu vas voir la mienne. Le samedi matin arriva, clair et chaud. Jean se réveilla à 7 heures. Il ne pouvait pas dormir plus longtemps. Aujourd'hui était le jour. Aujourd'hui, Valérie verrait tout ce qu'elle avait perdu. Il se doucha et s'habilla de son costume bleu marine sur mesure. Il se regarda dans le miroir. Il avait l'air puissant, prospère. Il sourit. Sandrine était déjà réveillée. Elle était assise dans la salle du petit-déjeuner en buvant du café. Léo dormait encore. Les traiteurs arriveront à 10 heures, dit Sandrine. Elle ne regarda pas Jean. Elle regardait son téléphone. Bien, dit Jean. Il se versa du café. Tout doit être prêt pour 14 heures. Ce sera prêt. Jean s'assit. Tu es en colère contre moi? Sandrine le regarda enfin. Je pense que tu fais une erreur, mais tu ne m'écouteras pas, alors je sourirai et je jouerai mon rôle. Ce n'est pas une pièce de théâtre, dit Jean. Si, c'en est une, dit Sandrine doucement. Toute cette journée est une performance pour ton ex-femme. Jean ne répondit pas. Il but son café. À 10 heures, les camions des traiteurs arrivèrent. Des ouvriers transportèrent des tables et des chaises dans le jardin. Ils installèrent une scène pour l'orchestre. Ils accrochèrent des ballons blancs et dorés partout. Ils placèrent des arrangements floraux sur chaque table, des roses blanches et des rubans dorés. Jean regardait depuis la terrasse. Il disait aux ouvriers de déplacer les choses. Il voulait la scène plus à gauche. Il voulait les tables plus rapprochées.
Il voulait que tout soit parfait. Sandrine se tint à côté de lui pendant quelques minutes. Puis elle rentra à l'intérieur. Elle devait réveiller Léo et l'aider à s'habiller. À 11h30, Léo sortit. Il portait une chemise blanche et un pantalon noir. Ses cheveux blonds étaient soigneusement peignés. Il avait l'air mal à l'aise. « Est-ce que je dois porter ça ?» demanda Léo à sa mère. « Oui, mon chéri. Juste pour quelques heures. Je n'aime pas les fêtes. » Léo dit, « Je sais, mais les gens veulent fêter ton anniversaire. » Léo s'assit sur une chaise près de la piscine. Il regarda toutes les décorations. « C'est trop. » Jean l'entendit mais ne répondit pas. Jean était au téléphone avec la pâtisserie. « Où est le gâteau ? Vous aviez dit qu'il serait là à 11h. » Nous sommes en route, monsieur Dubois, il y a beaucoup de circulation. Nous serons là à midi. Il a intérêt à être parfait, dit Jean. Il raccrocha. À 13h30, les invités commencèrent à arriver en avance. Jean se tenait à l'entrée principale pour accueillir les gens. Sandrine se tenait à côté de lui. Elle souriait. Elle serrait des mains. Elle remerciait les gens d'être venus. Stéphane Martin arriva avec sa femme, Isabelle. « Belle décoration, Jean, dit Isabelle. « Merci, dit Jean. Seulement le meilleur pour mon fils. » Stéphane regarda Jean mais ne dit rien. D'autres invités arrivèrent. Des partenaires commerciaux, des mondains, des voisins, des amis de Sandrine, des gens que Jean voulait impressionner. À 14h, il y avait plus de 100 personnes dans le jardin. L'orchestre commença à jouer du jazz doux. Des serveurs se promenaient dans la foule avec des plateaux, du champagne dans des flûtes en cristal, des petits fours sur des assiettes dorées. Valérie Bertrand arriva à 14h15. Elle portait une robe rouge et tenait un appareil photo professionnel. Elle était accompagnée d'un jeune homme qui portait du matériel supplémentaire. « Jean, mon cher, dit Valérie Bertrand. » Elle embrassa Jean sur les deux joues. « Cette fête est magnifique. » « Merci, Valérie. Assurez-vous de tout filmer. »« Oh, je le ferai, dit Valérie Bertrand. » Ses yeux brillaient d'excitation. « J'ai entendu dire que votre ex-femme venait. »« Oui, elle devrait être là bientôt. »« Comme c'est intéressant, dit Valérie Bertrand. » Elle sourit et entra dans la fête. Elle commença immédiatement à filmer. Elle filma les décorations. Elle filma les invités. Elle filma Léo assis seul près de la piscine. Léo regardait tous ces gens. Il parlait fort. Il riait. Il buvait du champagne. Personne ne lui parlait. C'était censé être sa fête, mais il n'avait pas l'impression que c'était sa fête. Une femme en robe bleue s'approcha de lui. « Joyeux anniversaire, Léo. »« Merci, dit Léo. » Il ne savait pas qui elle était. « Tu as tellement de chance d'avoir Jean comme beau-père. Il te donne tout. » Léo hocha la tête. Il voulait qu'elle s'en aille. Elle finit par s'éloigner. La mère de Léo s'approcha. « Ça va, mon chéri ? Quand est-ce que je peux rentrer à l'intérieur ? » demanda Léo. « Bientôt. J'en veux faire un discours d'abord, ensuite nous pourrons couper le gâteau, puis tu pourras aller dans ta chambre. » D'accord, dit Léo. Sandrine lui toucha doucement les cheveux. Puis elle retourna vers les autres invités. À 15h, Jean vérifia sa montre pour la 10e fois. Où était Valérie ? Peut-être qu'elle avait trop peur de venir. Peut-être qu'elle avait réalisé qu'elle serait trop embarrassée. Puis il vit une berline noire s'arrêter au portail d'entrée. L'agent de sécurité vérifia sa liste. Le portail s'ouvrit. Le cœur de Jean battit plus vite. La voiture remonta lentement la longue allée. Elle s'arrêta près de l'entrée principale. La portière arrière s'ouvrit. Valérie en sortit. Elle portait une simple robe noire. Pas de bijoux, sauf une montre. Ses cheveux bruns étaient tirés en une queue de cheval basse. Elle avait l'air calme. Elle avait l'air forte. Jean la dévisagea. Il ne l'avait pas vue depuis 3 ans. Elle avait l'air la même, peut-être un peu plus âgée, mais toujours belle. Valérie se dirigea vers l'entrée du jardin. Elle ne se pressa pas.
Elle marchait avec une confiance tranquille. Un agent de sécurité l'arrêta. « Votre nom, s'il vous plaît. » « Valérie Leroy. » L'agent vérifia sa liste. « Oui, vous êtes sur la liste. »« Allez-y. » Valérie entra dans le jardin. Les gens la remarquèrent immédiatement. Les conversations s'arrêtèrent, les têtes se tournèrent. « Est-ce sa première femme ?» chuchota une femme. « Oui, c'est Valérie », répondit une autre femme. « Pourquoi est-elle ici ? » « Je n'en ai aucune idée. » Valérie traversa lentement la foule. Les gens s'écartaient. Ils la dévisageaient, certains avec curiosité, d'autres avec pitié. Valérie Bertrand vit Valérie Leroy. Elle pointa sa caméra. Elle commença à filmer. Sandrine vit Valérie. Elle agrippa fermement le bras de Jean. « Elle est là, » dit Sandrine. « Je sais, » dit Jean. Il sourit. « Tout se passe exactement comme je l'avais prévu. » Sandrine regarda son mari. « Jean, s'il te plaît, ne fais pas ça. »« Faire quoi ? » ?»« Quoi que tu prévois, laisse-la simplement venir et partir tranquillement. Ne fais pas de scène. »« Je ne fais pas de scène, » dit Jean. « Je vais juste faire un discours. Un discours sur la famille. » Sandrine lâcha son bras. Elle recula. Elle avait l'air inquiète. Jean se dirigea vers l'orchestre sur la scène. Il parla au chef d'orchestre. « Arrêtez la musique. Je dois faire une annonce. » Le chef d'orchestre hocha la tête. Il leva la main. La musique s'arrêta. Le jardin devint silencieux. Tout le monde se tourna pour regarder Jean. « Mesdames et messieurs, » dit Jean d'une voix forte. « Merci à tous d'être venus célébrer l'anniversaire de mon fils Léo. » Les gens applaudirent poliment. « Si tout le monde pouvait se rassembler autour de la terrasse, j'aimerais dire quelques mots. » Les invités se dirigèrent vers la terrasse. Ils formèrent un demi-cercle autour de Jean. Les serveurs arrêtèrent de servir. Tout le monde regardait. Valérie se tenait au bord de la foule. Elle n'avança pas. Elle resta où elle était. Elle vérifia sa montre. 15h15. Léo se leva de sa chaise près de la piscine. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Sa mère s'approcha de lui. Elle posa sa main sur son épaule. Valérie Bertrand se positionna avec une vue dégagée. Elle filmait tout. Jean regarda la foule. Il vit des partenaires commerciaux, des amis, des relations sociales, des gens qui comptaient, des gens qui répandraient cette histoire à tout le monde en Provence. Et il vit Valérie, debout à l'arrière, le regardant. C'était son moment. La famille et tout, commença Jean. Sa voix était forte et claire. La famille est la plus grande bénédiction qu'un homme puisse avoir. Pendant de nombreuses années, j'ai voulu une famille. J'ai voulu des enfants. J'ai voulu un fils. Certains invités hochèrent la tête. Ils connaissaient l'histoire de Jean. Ils connaissaient son premier mariage. Mais parfois, la vie ne nous donne pas ce que nous voulons quand nous le voulons, continua Jean. Parfois, nous devons attendre. Parfois, nous devons tout recommencer. Parfois, nous devons trouver nos bénédictions dans des endroits inattendus. Sandrine baissa les yeux vers le sol. Son visage était tendu. Léo avait l'air confus. Il chuchota à sa mère, « De quoi parle-t-il » ? « Chut, » dit Sandrine. Jean se dirigea vers Léo. Il posa sa main sur l'épaule du garçon. Léo essaya de s'éloigner, mais Jean le tenait fermement. « Dieu m'a donné une seconde chance avec ce garçon merveilleux, » dit Jean. « Léo est mon fils maintenant. Il est ma famille. Il est ma bénédiction. » Les invités applaudirent. Certains sourirent à Léo. Léo avait l'air mal à l'aise. Jean se tourna et regarda directement Valérie. La foule suivit son regard. Tout le monde se tourna pour regarder Valérie. Valérie resta immobile. Son visage était calme. Elle ne baissa pas les yeux. Elle regarda directement Jean. « Ma première femme n'a jamais pu me donner la seule chose que je voulais le plus, » dit Jean. Sa voix était forte et cruelle. « Un fils. » La foule devint très silencieuse.
Certaines personnes avaient l'air mal à l'aise. D'autres regardaient Valérie avec pitié. Valérie Bertrand zooma avec sa caméra sur le visage de Valérie. Jean continua de parler. Sa voix portait à travers le jardin. Un héritier. Quelqu'un pour porter mon nom dans le futur. Quelqu'un avec qui construire un héritage. Il serra Léo plus près de lui. Le garçon baissa les yeux sur ses chaussures. Il voulait disparaître. Mais mon premier mariage était brisé, dit Jean. Ma première femme était brisée. Elle ne pouvait pas me donner d'enfant. Pendant 12 ans, j'ai attendu. Pendant 12 ans, j'ai espéré, mais rien. Une femme en robe jaune près de la piscine chuchota à son ami. C'est terrible pour lui. Son ami hocha la tête. Et comme c'est embarrassant pour elle d'être ici. Valérie Bertrand se rapprocha avec sa caméra. Elle filma Jean. Puis elle filma Valérie. Puis de nouveau Jean. Jean leva sa flûte de champagne. Mais Dieu agit de manière mystérieuse. Dieu m'a enlevé mon mariage brisé et m'a donné Sandrine. Belle, merveilleuse Sandrine. Et avec Sandrine est venu ce garçon incroyable, Léo. Sandrine sourit, mais son sourire semblait figé. Sa main serrait sa propre flûte de champagne si fort que ses jointures blanchirent. Léo est mon fils maintenant, dit Jean. Il est la preuve que les secondes chances existent. Il est la preuve que de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Il est la preuve que parfois, il faut laisser tomber les choses brisées pour trouver des choses entières. Plusieurs invités applaudirent. D'autres se tortillèrent mal à l'aise. Quelques-uns regardèrent Valérie en attendant de voir ce qu'elle ferait. Stéphane Martin secoua lentement la tête. Sa femme Isabelle lui toucha le bras. C'est mal, chuchota Stéphane. Je sais, chuchota Isabelle en retour. Jean leva son verre plus haut. Alors, je veux remercier tout le monde ici aujourd'hui. Merci de célébrer ma famille, ma vraie famille, ma famille complète. Il regarda de nouveau directement Valérie. Certaines personnes sont faites pour avoir des enfants. Certaines personnes sont faites pour construire des familles, et d'autres ne sont tout simplement pas faites pour ça. Ce n'est la faute de personne. C'est juste comme ça que la vie fonctionne. Quelques personnes rirent même doucement. Un rire nerveux, un rire cruel. Valérie resta parfaitement immobile. Elle ne pleura pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle ne se détourna pas. Elle regarda sa montre. 15h25. Puis elle sourit. C'était un petit sourire, calme, presque paisible. Jean vit le sourire. Cela le perturba. Pourquoi souriait-elle? Elle devrait pleurer. Elle devrait s'enfuir. Elle devrait être humiliée. À la famille, dit Jean d'une voix forte. Il leva son verre. Aux secondes chances. À la vie que j'ai toujours méritée. Les invités levèrent leur verre. À la famille, dirent beaucoup d'entre eux. Jean but. Il se sentait victorieux. Il se sentait puissant. Il l'avait fait. Il avait montré à Valérie exactement ce qu'elle avait perdu. Il avait gagné. Mais Valérie souriait toujours. Elle se mit à marcher, non pas pour s'éloigner de la fête, mais vers elle. Elle traversa la foule. Les gens s'écartaient. Ils la regardaient. Ils chuchotaient. Qu'est-ce qu'elle fait? Demanda quelqu'un. Va-t-elle dire quelque chose? Demanda quelqu'un d'autre. Valérie marcha calmement. Sa robe noire bougeait à chaque pas. Son visage était complètement calme. Elle atteignit la terrasse. Elle s'arrêta à 1,5 mètre de Jean. Jean la regarda. Son sourire s'effaça. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas comme ça qu'elle était censée réagir. Valérie, dit Jean. Sa voix n'était plus aussi confiante. Valérie le regarda. Ses yeux bruns étaient clairs et stables. Tu as raison, Jean, dit Valérie. Sa voix était calme, mais assez forte pour que tout le monde l'entende. Tu as eu une seconde chance. Jean ne savait pas quoi dire. Mais tu as complètement raté ta première chance, dit Valérie. La foule était silencieuse. Tout le monde regardait. De quoi parles-tu? Demanda Jean.
Son cœur commença à battre plus vite. Sandrine s'avança. Peut-être que nous devrions tous rentrer à l'intérieur. Peut-être que nous devrions. Non, dit Valérie. Elle regarda Sandrine. Tu devrais entendre ça aussi. Valérie sortit son téléphone de son sac à main. Elle composa un numéro. Elle mit le téléphone à son oreille. Tout le monde regardait. Le téléphone sonna une fois, 2 fois. Quelqu'un répondit. Nous sommes prêts, dit Valérie dans le téléphone. Elle raccrocha. Elle remit le téléphone dans son sac à main. Prêt pour quoi? Demanda Jean. Sa voix tremblait. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as invité ici pour voir ta famille? Dit Valérie. Maintenant, tu vas voir la mienne. Elle se tourna et se dirigea vers le portail du jardin, celui qui menait à l'allée principale. Jean la suivit. Valérie, attends. De quoi parles-tu? Quelle famille? La foule suivit aussi. Tout le monde se dirigea vers le portail. Il voulait voir ce qui se passait. Valérie Bertrand se précipita en avant. Elle tenait sa caméra en l'air. C'est incroyable, chuchota-t-elle à son assistant. Continue de tout filmer. Léo resta près de la piscine avec l'un des serveurs. Il avait l'air effrayé. Trop de gens. Trop de bruit. Trop de choses qui se passaient. Tout le monde atteignit le portail du jardin. Ils regardèrent l'allée. Une longue berline noire traversa lentement le portail d'entrée. C'était une berline de luxe, noire et brillante sous le soleil de l'après-midi. La voiture remonta lentement l'allée, prudemment. Elle s'arrêta à 6 mètres de l'endroit où tout le monde se tenait. Le moteur s'éteignit. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Tout le monde fixait la voiture noire. La bouche de Jean était sèche. Ses mains tremblaient. Qui avait-il dans cette voiture? Qui était dans cette voiture? Sandrine agrippa son bras. Jean, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, chuchota Jean. La portière arrière de la voiture s'ouvrit, la portière droite. Un petit garçon en sortit. Il était très jeune, peut-être 4 ans. Il portait un costume bleu marine. Le costume ressemblait exactement à celui de Jean, la même couleur, le même style, tout pareil. Le garçon avait des cheveux châtains foncés, des yeux verts, un petit nez. Il regarda tous ces gens. Puis la portière gauche s'ouvrit. Un autre garçon sortit, identique au premier. Même âge, même costume, mêmes cheveux, mêmes yeux. La foule eut un hoquet. Oh mon Dieu, dit quelqu'un. Puis la portière droite s'ouvrit à nouveau. Un troisième garçon sortit, identique aux 2 premiers. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sandrine. Sa voix était aiguë et paniquée. Puis la portière gauche s'ouvrit à nouveau. Un quatrième garçon sortit. 4 garçons identiques, tous portant des costumes bleu marine assortis, tous âgés de 4 ans, tous avec des cheveux châtains foncés et des yeux verts. Ils se tinrent en ligne à côté de la voiture. Ils se tenaient la main. Ils regardèrent la foule d'adultes qui les dévisageaient. La flûte de champagne de Jean tomba de sa main. Elle heurta le sol en marbre de la terrasse. Elle se brisa en des dizaines de morceaux. Du verre partout. Le son était fort dans le silence complet. Tout le monde sursauta au son, mais ensuite tout le monde recommença à fixer les 4 garçons. Sandrine fit un pas en arrière. Son visage devint blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Valérie Bertrand pointa sa caméra sur les garçons. Ses mains tremblaient d'excitation. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! N'arrêtait-elle pas de chuchoter? D'autres invités sortirent leur téléphone. Ils commencèrent à enregistrer. Ils commencèrent à filmer. C'était la chose la plus choquante que quiconque en Provence ait vue depuis des années. Les 4 garçons se mirent à marcher. Ils marchaient en ligne, l'un derrière l'autre. Ils se tenaient la main. Ils se dirigèrent vers Valérie. Valérie s'agenouilla sur l'herbe. Elle ouvrit les bras. Les garçons l'atteignirent. Ils entrèrent dans ses bras, tous les 4. Elle les serra dans ses bras.
Elle leur embrassa la tête. Elle leur toucha le visage. Puis elle se leva. Elle garda ses mains sur leurs épaules. Elle se tourna pour faire face à Jean. Elle le regarda directement. « Voici Lucas, dit-elle. » Elle toucha l'épaule du premier garçon. « Voici Théo. » Elle toucha le deuxième garçon. « Voici Enzo », elle toucha le troisième. « Et voici Nathan. » Les 4 garçons levèrent les yeux vers leur mère. Puis ils regardèrent la foule d'étrangers. La voix de Valérie était claire et forte. « Ce sont des quadruplés. Ils ont 4 ans. Ce sont tes fils, Jean. » Jean ne pouvait pas bouger. Ses jambes ne fonctionnaient pas. Son cerveau ne fonctionnait pas. Il fixait les 4 garçons. 4 garçons. 4 garçons identiques portant des costumes qui ressemblaient exactement à son costume. Ils avaient des cheveux châtains foncés, la même nuance que ses cheveux. Ils avaient des yeux verts, le même vert que ses yeux. Ils avaient la même forme de visage, le même nez, la même bouche. Ils lui ressemblaient. Jean essaya de parler, mais sa bouche ne formait pas de mots. Il essaya de respirer, mais sa poitrine était serrée. Sandrine agrippa son bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau à travers la veste de son costume. « Jean, de quoi parle-t-elle? Qui sont ses enfants ?» Jean ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre. La foule commença à parler. Des voix fortes, des voix choquées. Sont-ce ses enfants? Ils lui ressemblent exactement. Comment est-ce possible? Étais-tu au courant? Oh mon Dieu, c'est de la folie. Valérie Bertrand se rapprocha avec sa caméra. Elle filma les 4 garçons, puis elle filma le visage de Jean, puis le visage de Valérie, puis de nouveau les garçons. Ses mains tremblaient, mais elle continuait de filmer. C'est la plus grande histoire de l'année, chuchota Valérie Bertrand à son assistant. Continue d'enregistrer tout. N'arrête pas. Stéphane Martin se tenait la bouche ouverte. Sa femme, Isabelle, lui tenait la main. Stéphane, savais-tu cela? Demanda Isabelle. Non, dit Stéphane. J'en ai jamais rien dit. Il n'a jamais mentionné d'enfant. Rien. Les 4 garçons restèrent près de Valérie. Lucas, l'aîné de 3 minutes, tenait fermement la main de sa mère. Théo regardait tous ces gens avec de grands yeux. Enzo se cachait partiellement derrière la jambe de Valérie. Nathan fixait directement Jean avec une curiosité ouverte. « Maman, il y a tellement de gens, dit Lucas doucement. Je sais, mon chéri. Ce n'est pas grave. Nous ne resterons pas longtemps, dit Valérie. Elle lui caressa les cheveux. Jean trouva enfin sa voix. Elle sortit comme un murmure brisé. Comment? Valérie le regarda. Comment quoi, Jean? Comment est-ce possible? La voix de Jean devint plus forte. Tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Les médecins ont dit. Les médecins ont dit que ce serait très difficile, interrompit Valérie. Ils n'ont jamais dit impossible. Ils ont dit que nous devions continuer d'essayer, continuer les traitements. Le visage de Sandrine était maintenant rouge vif. Quand? Quand as-tu eu ces enfants? J'ai accouché il y a 4 ans, dit Valérie calmement. À Marseille, à l'hôpital de la Timone, le 23 juin à 6h32 du matin. La foule était silencieuse. Tout le monde faisait le calcul dans sa tête. C'était 8 mois après le divorce, dit une femme en robe violette d'une voix forte. Elle était enceinte pendant le divorce, dit son ami. L'esprit de Jean s'emballa. 8 mois après le divorce. Cela signifiait que Valérie était enceinte 2 semaines après qu'il eut déposé la demande. Le traitement de fertilité avait fonctionné. Enfin fonctionné. Après 12 ans, il avait enfin fonctionné. Et il n'en avait jamais rien su. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda Jean. Sa voix se brisa. Pourquoi les as-tu cachés? J'ai essayé de te le dire, dit Valérie. Sa voix était toujours calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Je t'ai appelé. Tu as bloqué mon numéro. J'ai envoyé des emails. Tu n'as jamais répondu. Je suis venu à ton bureau. La sécurité ne m'a pas laissé entrer. Sandrine regarda Jean.
Est-ce que c'est vrai? Jean ne répondit pas. Il se souvenait. Après avoir demandé le divorce, il avait dit à tout le monde de couper tout contact avec Valérie. Il ne voulait pas entendre parler d'elle. Il ne voulait pas la voir. Il la voulait complètement sortie de sa vie. J'ai demandé à mon avocat de contacter le tien, continua Valérie. Je leur ai dit que j'étais enceinte. Je lui ai dit que je devais te parler. C'est un mensonge, dit Jean. Mais sa voix était faible, pas confiante. Ce n'est pas un mensonge, dit Valérie. Elle sortit une enveloppe de son sac à main. Une épaisse enveloppe blanche. Elle la tendit à Jean. Jean ne la prit pas. Ses mains pendaient à ses côtés. Prends-la, dit Valérie. Jean tendit lentement la main. Il prit l'enveloppe. Ses mains tremblaient. La foule se rapprocha. Tout le monde voulait voir ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Jean l'ouvrit. Il sortit des papiers. Ses yeux les parcoururent rapidement. La première page était un résultat de test ADN du laboratoire Génétique France à Marseille, daté de 3 mois. Le résultat disait que Jean Dubois était le père biologique de 4 garçons, Lucas Leroy, Théo Leroy, Enzo Leroy, Nathan Leroy. Probabilité de paternité, 99,99%. La main de Jean trembla plus fort. Il regarda la page suivante. Des actes de naissance, 4, tous datés du 23 juin, il y a 4 ans. Mère, Valérie Leroy. Père, inconnu. Jean leva les yeux vers Valérie. Pourquoi est-il écrit inconnu? Parce que tu n'étais pas là, dit simplement Valérie. Tu as refusé tout contact, alors je l'ai laissé en blanc. Jean passa à la page suivante. C'était une lettre sur du papier à en-tête officielle du cabinet d'avocats Moreau et Associés. C'était l'équipe juridique de Jean. La lettre était datée d'il y a 3 ans et 8 mois, 2 mois après la finalisation du divorce. Jean la lut à voix haute. Sa voix tremblait. Chère Madame Leroy, cette lettre a pour but de vous informer que notre client, Monsieur Jean Dubois, refuse tout contact avec vous. Toute réclamation concernant une grossesse ou des enfants potentiels ne sera pas reconnue. Si vous poursuivez des actions en justice, Monsieur Dubois utilisera tous les moyens légaux disponibles pour se protéger. Nous vous conseillons vivement d'aller de l'avant avec votre vie et de cesser toute tentative de contact. Cordialement, Pierre Dupont, avocat. La foule était complètement silencieuse. Sandrine lâcha le bras de Jean. Elle fit 2 pas en arrière. Tu as dit à tes avocats de la menacer? La voix de Sandrine était glaciale. Pendant qu'elle était enceinte. Je ne savais pas qu'elle était enceinte, dit Jean. Il regarda Sandrine. Je ne le savais pas. Mais tu leur as dit de refuser tout contact, dit Sandrine. Tu leur as dit de la menacer si elle essayait de te joindre. J'en avais pas de réponse. Valérie parla de nouveau. Vos avocats ont été très clairs sur le fait que vous ne vouliez rien avoir à faire avec moi. Alors, j'ai pris une décision. J'ai signé des papiers, renonçant à tous mes droits financiers. Je n'ai rien pris de vous, pas un euro. J'ai déménagé à Marseille. J'ai trouvé des médecins. J'ai eu les bébés. Je les ai élevés seuls. Seul? Répéta Jean. Pendant 4 ans? Oui. Où? Comment? Je te l'ai dit. Marseille. J'ai créé mon propre cabinet de conseil juridique. J'ai travaillé. J'ai embauché de l'aide. J'ai construit une vie pour moi et mes fils. Jean regarda de nouveau les 4 garçons. Ils étaient si petits, si jeunes. Ils avaient ses yeux, ses cheveux, son visage. C'étaient ses fils. Il avait 4 fils et il n'avait jamais su qu'ils existaient. Jean fit un pas en avant. Il devait les toucher. Il devait prouver qu'ils étaient réels. Il devait les tenir. Mais Valérie bougea rapidement. Elle se plaça entre Jean et les garçons. Elle lui bloqua le chemin. Non, dit Valérie. Sa voix était tranchante. Tu n'as pas le droit de les toucher. Ce sont mes fils, dit Jean. Mes fils, j'ai le droit. Tu n'as aucun droit, dit Valérie. Tu as renoncé à tes droits quand tu as bloqué mes appels. Quand tu as refusé de me voir, quand tes avocats m'ont menacé.
Mais je ne savais pas. Je ne savais pas pour eux. Tu ne voulais pas savoir, dit Valérie. Tu voulais que je disparaisse de ta vie. Tu as eu exactement ce que tu voulais. Sandrine pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle regarda Jean avec dégoût. Tout notre mariage, dit Sandrine. Tout notre mariage était basé sur des mensonges. Sandrine, commença Jean. Tu m'as dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, dit Sandrine. Tu m'as dit quel était le problème. Mais tu as 4 fils. 4. Je ne savais pas, dit à nouveau Jean. Valérie Bertrand filmait toujours. Sa caméra capturait tout. Sandrine en larmes. Jean sur le point de s'effondrer. Les 4 petits garçons regardant avec confusion. Valérie se tenant forte entre Jean et les enfants. Les autres invités avaient leur téléphone sorti. Ils enregistraient tous. Ils prenaient tous des photos. Cette vidéo serait partout en quelques heures. Jean regarda Valérie. S'il te plaît, laisse-moi les rencontrer. Laisse-moi leur parler. Non. Ce sont mes fils. J'ai des droits. Je peux t'emmener au tribunal. Les yeux de Valérie se durcirent. Elle plongea de nouveau dans son sac à main. Elle en sortit une autre enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Demanda Jean. Sa voix était à peine un murmure. Valérie tendit l'enveloppe à Jean. Il la prit lentement. Ses mains tremblaient toujours. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient d'autres documents juridiques. Les yeux de Jean parcoururent les pages. C'est une renonciation aux droits parentaux, dit Jean doucement. Il leva les yeux vers Valérie. Tu as signé pour renoncer à mes droits parentaux. Non, dit Valérie. J'ai signé pour renoncer à mon droit de te demander quoi que ce soit. Il y a une différence. Jean lut le document plus attentivement. Il était daté d'il y a 4 ans, un mois avant la naissance des garçons. Le document disait que Valérie Leroy acceptait de ne chercher aucun soutien financier de la part de Jean Dubois, aucune pension alimentaire, aucune dépense médicale, rien. Elle acceptait d'élever les enfants sans aucune aide ni argent de Jean Dubois. Je n'ai rien pris de toi, Jean, dit Valérie. Pas un euro. J'ai tout payé moi-même. Les médecins, l'hôpital, la naissance, tout. Sandrine s'approcha. Elle regarda le document par-dessus l'épaule de Jean. Elle a renoncé à la pension alimentaire pour 4 enfants. Pourquoi? Parce que vos avocats ont été clairs, si je demandais quoi que ce soit, Jean me détruirait au tribunal, dit Valérie. Elle regarda Sandrine. Ils ont dit que Jean s'assurerait que je perde tout. Alors j'ai signé les papiers. Je me suis protégé, moi et mes fils. Jean passa à la page suivante. C'était un autre document. Celui-ci montrait que les 4 garçons s'appelaient légalement Lucas Leroy, Théo Leroy, Enzo Leroy et Nathan Leroy. Ils n'ont pas mon nom de famille, dit Jean. Non, dit Valérie. Ils ont le mien. Ils sont à moi. Je les ai élevés. Je les ai nourris. Je suis resté éveillé avec eux quand ils étaient malades. Je leur ai appris à marcher, à parler, à lire, tout. Tu n'étais pas là, alors ils ne portent pas ton nom. La foule parlait de nouveau. Des voix fortes, des voix choquées. Elle a élevé des quadruplés seuls. Ça a dû être si dur. Comment a-t-elle fait? 4 bébés en même temps? Valérie Bertrand s'avança. Elle tenait sa caméra vers Valérie Leroy. Madame Leroy, puis-je vous poser une question? Valérie regarda Valérie Bertrand. Oui. Pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Après toutes ces années, pourquoi avez-vous amené vos fils ici maintenant? La foule se tut. Tout le monde voulait entendre la réponse. Valérie Leroy regarda Jean. Puis elle regarda Valérie Bertrand. Jean m'a envoyé une invitation. Il a écrit une note dessus. La note disait « Viens voir à quoi ressemble une vraie famille ». Il voulait que je vienne ici. Il voulait m'humilier. Il voulait me montrer sa vie parfaite avec Sandrine et Léo. Il voulait que je me sente mal dans ma peau. Valérie Bertrand filmait tout. Et pourquoi avez-vous décidé de venir? Parce que je voulais lui montrer la vérité, dit Valérie.
Sa voix était calme et claire. Je voulais lui montrer la famille qu'il a jetée. Je voulais lui montrer que la cruauté a des conséquences. Je voulais qu'il voie ce qu'il a perdu. Et qu'a-t-il perdu? Demanda Valérie Bertrand. Valérie posa ses mains sur les épaules de ses fils. 4 beaux garçons. 4 fils qui auraient pu être les siens. 4 fils qu'il ne connaîtra jamais. Sandrine émit un son, un sanglot. Elle couvrit sa bouche avec sa main. C'est de la folie, dit Sandrine. Toute cette histoire est de la folie. Elle se tourna vers Jean. Son visage était rouge. Ses yeux étaient pleins de larmes et de colère. Tu m'as menti, dit Sandrine. Sa voix était forte. Tout le monde entendit. Tu m'as dit que ton ex-femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Tu as dit quelle était la raison de l'échec de ton mariage. Mais tu as 4 fils. 4 fils dont tu ne savais rien parce que tu étais trop fier pour répondre à ses appels. Je ne savais pas, dit Jean. Sandrine, s'il te plaît. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir, dit Sandrine. C'est pire. C'est tellement pire. Elle regarda Léo. Il se tenait près de la piscine, regardant tout. Il avait l'air effrayé et confus. Léo, viens ici, appela Sandrine. Léo s'approcha lentement. Il joignit nerveusement les mains. Nous partons, dit Sandrine. Quoi, maintenant? Demanda Léo. Oui, tout de suite. Va dans ta chambre. Fais une valise. Nous allons chez grand-mère en Bretagne. Mais la fête. Commença Léo. La fête est finie, dit Sandrine. Elle regarda Jean. Tout est fini. Sandrine prit la main de Léo. Elle se dirigea vers la maison. Léo regarda la foule une dernière fois. Puis il suivit sa mère à l'intérieur. Les invités se mirent à parler fort maintenant. Certains prenaient parti pour Valérie. D'autres étaient choqués par Jean. Certains filmaient tout avec leur téléphone. Jean regarda Sandrine partir. Puis il se tourna de nouveau vers Valérie et les 4 garçons. Les garçons avaient l'air confus. Enzo se cachait complètement derrière Valérie maintenant. Lucas tenait fermement sa main. Théo regardait Jean avec des yeux curieux. Nathan était le seul qui n'avait pas l'air effrayé. Il fixait directement Jean. Jean fit un autre pas vers eux. S'il te plaît, laisse-moi leur parler, juste une minute. Non, dit Valérie. Ce sont mes fils, dit Jean, sa voix se brisant. Ils sont à moi. Non, dit fermement Valérie. Ils ne sont pas à toi. Tu ne les possèdes pas. Ce ne sont pas des biens. Ce sont des enfants. Mes enfants. Jean tomba à genoux. Son costume coûteux heurta le sol de la terrasse. Les genoux de son pantalon touchèrent le verre brisé de sa flûte de champagne. Il s'en fichait. Il leva les yeux vers Valérie. Je t'en supplie, dit Jean. Des larmes coulaient sur son visage. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. J'ai fait une terrible erreur. Mais ils sont de mon sang. Ce sont mes fils. S'il te plaît, laisse-moi faire partie de leur vie. La foule regardait, choquée. Jean Dubois, le puissant milliardaire, était à genoux, en larmes. Valérie Bertrand filmait tout. Sa caméra capturait les larmes de Jean, sa voix brisée, sa supplication désespérée. Valérie baissa les yeux sur lui. Son visage était calme, mais ses yeux étaient tristes. Tu as eu des chances, Jean, dit Valérie doucement. Il y a 3 ans, tu as eu une chance de répondre à mes appels, de lire mes emails, de me laisser entrer dans ton bureau. Tu as choisi de ne pas le faire. Tu as choisi la fierté plutôt que la vérité. Tu as choisi ta réputation plutôt que la famille. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Je leur donnerai tout, dit Jean. De l'argent, des maisons, des fonds fiduciaires, les meilleures écoles, le meilleur de tout ce qu'ils veulent, tout ce que tu veux. Ils n'ont pas besoin de ton argent, dit Valérie. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ils ont un foyer. Ils vont dans une bonne école. Ils ont de la nourriture, des vêtements et des jouets. Ils ont de l'amour. Ils m'ont, moi.
Mais je suis leur père, dit Jean. Non, dit Valérie. Sa voix était dure maintenant. Un père, c'est quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui change les couches et lit des histoires pour s'endormir. Quelqu'un qui embrasse les genoux écorchés et leur apprend à faire du vélo. Tu n'es pas leur père. Tu es juste un homme qui m'a donné son ADN. Jean se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. Il pleurait. Stéphane Martin s'approcha de Jean. Il posa sa main sur l'épaule de Jean. Jean, lève-toi. Allez, lève-toi. Jean ne bougea pas. Les 4 garçons regardaient. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils voyaient un grand homme à genoux en train de pleurer. Ils voyaient leur mère avec un air triste. Lucas tira sur la main de Valérie. Maman, dit-il doucement. Valérie baissa les yeux sur lui. Oui, mon chéri. On peut rentrer à la maison maintenant? Valérie regarda son fils, Lucas. Elle hocha la tête. Oui, nous partons maintenant. Elle se tourna pour faire face à la foule une dernière fois. Merci pour votre temps. Puis elle prit la main de Lucas avec sa main droite. Elle prit la main de Nathan avec sa main gauche. Théo et Enzo marchaient près d'elle. Tous les 5 se dirigèrent vers la berline noire. Jean leva la tête. Valérie, attends. S'il te plaît, ne pars pas. Pas encore. Valérie ne s'arrêta pas de marcher. Elle ne se retourna pas. Elle continua d'avancer vers la voiture avec ses 4 fils. Jean essaya de se lever. Il posa ses mains sur le sol de la terrasse. Il essaya de se redresser, mais ses jambes ne fonctionnaient pas. Tout son corps était faible. Il retomba à genoux. Valérie, cria de nouveau Jean. Sa voix était désespérée, brisée. S'il te plaît. Les garçons atteignirent la voiture. Le chauffeur ouvrit les portières arrière. Lucas monta le premier, puis Théo, puis Enzo, puis Nathan. Ils s'assirent en rangée sur la banquette arrière. Valérie monta la dernière. Elle s'assit entre Lucas et Nathan. Elle ferma la portière. Le moteur de la voiture démarra. Jean regardait. Il était toujours à genoux sur le sol de la terrasse. Du verre de la flûte de champagne brisée était tout autour de lui. Ses mains étaient coupées par le verre, mais il ne le remarqua pas. Il ne sentait pas la douleur. Il ne sentait que le vide. La berline noire descendit l'allée. Lentement, prudemment, elle atteignit le portail d'entrée. Le portail s'ouvrit. La voiture passa et disparut dans la rue. Jean fixa l'allée vide. Ses fils étaient partis. 4 fils dont il ne connaissait pas l'existence il y a 20 minutes. Maintenant, ils étaient partis. Stéphane Martin essaya d'aider Jean à se lever. Allez, Jean. Lève-toi. Tu dois te lever. Jean ne bougea pas. Il resta à genoux. Il fixa l'allée vide. La foule d'invités se tenait en silence. Personne ne savait quoi faire. Personne ne savait quoi dire. Puis les gens commencèrent à bouger, sortant leur téléphone, envoyant des textos, appelant des amis, postant sur les réseaux sociaux. Valérie Bertrand était déjà en train de télécharger sa vidéo. Elle la posta sur son blog. Elle la posta sur tous ses comptes de réseaux sociaux. Elle tapa rapidement « Les fils secrets du milliardaire Jean Dubois révélés à une fête ». Vous ne croirez pas ce qui vient de se passer. En 5 minutes, sa vidéo avait 1000 vues. En 10 minutes, elle en avait 10 000. La vidéo montrait tout. Le discours cruel de Jean, l'arrivée de Valérie, les 4 garçons sortant de la voiture, Jean tombant à genoux, tout. Les commentaires affluèrent. Oh mon Dieu, ces pauvres garçons. Jean Dubois est un monstre. Comment peut-on abandonner ses propres enfants? C'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue. Les invités de la fête commencèrent à partir. Ils ne dirent pas au revoir à Jean. Ils se dirigèrent rapidement vers leur voiture. Ils voulaient partir. Ils voulaient appeler leurs amis et leur raconter ce qu'ils avaient vu. Isabelle Martin chuchota à son mari, Stéphane. Nous devrions y aller aussi. Je ne peux pas le laisser comme ça, dit Stéphane. Il regarda Jean, toujours agenouillé sur le sol.
Il n'y a rien que tu puisses faire pour lui en ce moment, dit Isabelle. Il a besoin de digérer ça seul. Stéphane hésita. Puis il hocha la tête. Lui et Isabelle se dirigèrent vers leur voiture. En 30 minutes, le jardin était presque vide. L'orchestre rangea ses instruments. Les traiteurs commencèrent à nettoyer. Les serveurs ramassèrent les flûtes de champagne vides. La fête était finie. À l'intérieur de la maison de campagne, Sandrine était dans sa chambre. Elle jetait des vêtements dans 2 valises. Elle pleurait et faisait ses valises en même temps. Léo était assis sur le lit, regardant sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi partons-nous? » « Parce que Jean nous a menti, » dit Sandrine. « Il m'a menti. Il a menti à tout le monde. » « Qui étaient ces garçons? » demanda Léo. « C'étaient les fils de Jean, » dit Sandrine. « Ses vrais fils. »« Mais je pensais que j'étais son fils, » dit Léo doucement. Sandrine arrêta de faire ses valises. Elle s'assit à côté de Léo. Elle passa son bras autour de lui. « Oh, mon chéri, tu es mon fils. J'en ai que mon mari. Était mon mari. Il n'a jamais vraiment été ton père. » « Je sais, » dit Léo. « Il n'était jamais à la maison. Il ne jouait jamais avec moi. Il m'achetait juste des choses. » Sandrine serra Léo dans ses bras. « Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée de l'avoir épousé. Je pensais que c'était un homme bien. Je me suis trompée. » Elle retourna à ses valises. Elle appela un service de voiture depuis son téléphone. « J'ai besoin d'une voiture pour m'emmener, moi et mon fils, à l'aéroport dès que possible. »« Oui, merci. » 20 minutes plus tard, Sandrine et Léo descendirent le grand escalier, portant leurs valises. Un SUV noir attendait devant l'entrée principale. Ils ne dirent pas au revoir à Jean. Ils ne le cherchèrent pas. Ils partirent simplement. Jean était toujours sur la terrasse. Stéphane l'avait finalement fait se lever. Jean était maintenant assis sur une chaise. Il ne regardait rien. Son costume était sale. Ses mains saignaient à cause du verre. Son visage était mouillé de larmes. Stéphane tendit à Jean un verre d'eau. « Bois ça. » Jean ne le prit pas. « Jean, tu dois boire quelque chose, » dit Stéphane. Jean ne répondit pas. Il fixait simplement le jardin vide. Les traiteurs finirent de nettoyer. Ils partirent. L'orchestre partit. Tout le monde partit. La maison de campagne devint silencieuse. Stéphane s'assit sur une chaise à côté de Jean. « Qu'est-ce que tu vas faire? » Jean ne répondit pas pendant un long moment. Puis il dit doucement. « J'ai 4 fils. »« Oui, » dit Stéphane. « 4 fils que je n'ai jamais rencontrés. 4 fils que je ne connaîtrai jamais. Tu ne le sais pas. Peut-être que Valérie te laissera les voir un jour. »« Non, » dit Jean. « Elle ne le fera pas. Tu as vu son visage. Elle me déteste. »« Elle ne te déteste pas, » dit Stéphane. « Elle te plaint. C'est pire. » Jean mit sa tête dans ses mains. « Comment est-ce arrivé? Comment ai-je pu ne pas savoir? »« Tu l'as bloqué, » dit Stéphane. « Tu as dit à tes avocats de refuser tout contact. Tu t'es fait ça à toi-même. » Jean regarda Stéphane. « Tu penses que c'est de ma faute? » Oui, dit honnêtement Stéphane. Je pense que tu as été cruel avec Valérie. Tu l'as humiliée pendant le divorce. Tu as dit à tout le monde qu'elle était brisée. Tu as bloqué ses appels. Tu as refusé de la voir. Et maintenant, tu en paies le prix. Jean se leva. Sors. Sors de ma maison, dit Jean. Sa voix était froide. Dure. Stéphane se leva. D'accord, mais tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'un avocat. Tu as besoin d'une gestion de crise. Cette histoire sera partout demain. Stéphane se dirigea vers l'entrée principale. Il s'arrêta et regarda Jean. Tu avais tout et tu as tout détruit à cause de la fierté. Puis Stéphane partit. Jean était seul. Il traversa la maison de campagne vide. Les décorations étaient toujours en place.
Des ballons blancs et dorés, des fleurs, des tables avec des nappes blanches. Le gâteau d'anniversaire de Léo était sur une table, intact. 5 étages avec un glaçage doré. Jean se dirigea vers le salon. Il s'assit sur le canapé. Il sortit son téléphone. Son téléphone affichait 217 appels manqués, 362 messages textes. Ses réseaux sociaux avaient des milliers de notifications. Il ouvrit ses emails. Sa boîte de réception était pleine. Des partenaires commerciaux posant des questions, des amis demandant ce qui s'était passé, des journalistes demandant des interviews. Jean posa son téléphone. Il s'assit en silence. Il était 18 heures maintenant. Il y a 3 heures, il était heureux. Il y a 3 heures, il pensait qu'il gagnait. Il y a 3 heures, il avait une femme, un beau-fils et une réputation parfaite. Maintenant, il n'avait rien. Son téléphone sonna. Jean regarda l'écran. C'était son avocat, Pierre Dupont. L'avocat qui avait envoyé la lettre à Valérie il y a 3 ans. Jean répondit. Allô? Jean. Nous devons parler de la gestion des dégâts, dit Pierre Dupont. Sa voix était tendue, urgente. Cette histoire est partout. Elle te détruit. Jean regarda son téléphone. Son avocat, Pierre Dupont, était en ligne, attendant une réponse. Quel genre de gestion des dégâts? Demanda Jean. Sa voix était plate, vide. Tous les sites d'information publient l'histoire, dit Pierre. La vidéo de Valérie Bertrand a 15 millions de vues. 15 millions, Jean. Tout le monde parle de toi. Tout le monde partage la vidéo. Jean ne dit rien. Nous devons prendre les devants, continua Pierre. Nous devons faire une déclaration. Des excuses. Quelque chose pour montrer que tu prends tes responsabilités. Des excuses à qui? Demanda Jean. À tout le monde. À Valérie. À tes fils, au public. Je n'ai pas de fils, dit Jean. J'ai 4 garçons que j'ai rencontrés pendant 10 minutes. Des garçons qui ne connaissent même pas mon nom. Ce sont tes fils biologiques, dit Pierre. Le test ADN le prouve. Tu ne peux pas le nier. Je ne le nie pas. Alors que veux-tu faire? Demanda Pierre. Sa voix devenait frustrée. Nous avons besoin d'un plan. Nous devons contrôler ce récit avant qu'il ne détruise toute ton entreprise. Jean se leva. Il se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le soleil se couchait. Le ciel était orange et rose. Magnifique. Mais Jean s'en fichait. Je veux les voir, dit Jean. Quoi? Les garçons. Je veux les voir. Je veux les rencontrer correctement. Pierre resta silencieux un moment. Jean, je ne pense pas que ce soit une bonne idée en ce moment. Valérie a été très claire. Je me fiche de ce que Valérie a dit, interrompit Jean. Ce sont mes fils. J'ai des droits. En as-tu? Demanda Pierre. Parce que les documents que Valérie a montrés aujourd'hui disent que tu as renoncé à ces droits. Tu as refusé de la contacter. Ma lettre lui disait que tu ne voulais rien avoir à faire avec d'éventuels enfants. Cette lettre, dit Jean. Sa voix était maintenant en colère. Ai-je vu cette lettre avant que tu ne l'envoies? Pierre hésita. Nous en avons discuté. Tu as dit que tu voulais que tout contact avec Valérie soit coupé. Ai-je vu la lettre elle-même? Ai-je lu ces mots exacts? Tu étais occupé, dit Pierre. Tu m'as dit de m'en occuper, alors je m'en suis occupé. Jean ferma les yeux. Il se souvenait maintenant. Il y a 3 ans, juste après le divorce, il était en colère contre Valérie. Il avait dit à Pierre de s'assurer que Valérie ne le contacte plus jamais. Il avait dit de faire tout ce qui était nécessaire. Il n'avait pas posé de questions. Il voulait juste qu'elle disparaisse. C'est de ma faute, dit Jean doucement. Oui, dit Pierre. Ça l'est, mais nous pouvons encore essayer de réparer les choses. Nous pouvons contacter l'avocat de Valérie. Nous pouvons demander une réunion. Nous pouvons. Non, dit Jean. Elle n'acceptera pas. Tu as vu son visage. Elle ne veut pas de moi près de ces garçons. Alors que veux-tu que je fasse?
demanda Pierre. Rien, dit Jean. Il n'y a rien que tu puisses faire. Jean raccrocha. Il jeta son téléphone sur le canapé. Il se dirigea vers son bureau. Il s'assit à son bureau. Il ouvrit son ordinateur portable. Il tapa « Valérie Leroy » dans la barre de recherche. Des pages de résultats apparurent. La plupart dataient d'aujourd'hui. Des articles sur la fête, sur les 4 garçons, sur le scandale de Jean. Mais il y avait aussi des résultats plus anciens. Jean fit défiler la page. Il trouva le site web de l'entreprise de Valérie, Valérie Leroy Conseil juridique, fondée il y a 4 ans à Marseille, spécialisée en droit des affaires et restructuration financière. Jean cliqua sur le site. Il y avait une photo de Valérie. Elle portait un tailleur gris. Elle avait l'air professionnelle, confiante, forte. Le site répertoriait 12 employés. Il montrait des témoignages de clients, des entreprises louant le travail de Valérie, son intelligence, son dévouement. Elle avait construit tout cela tout en élevant seuls 4 fils. Jean sentit quelque chose dans sa poitrine, du respect et de la honte. Il chercha plus d'informations. Il trouva des articles sur le cabinet de Valérie. Des journaux économiques mentionnant son travail. Elle avait du succès, beaucoup de succès. Puis Jean chercha les garçons. Lucas Leroy, Théo Leroy, Enzo Leroy, Nathan Leroy. Rien n'apparut. Valérie les gardait privés, protégés. Pas de réseaux sociaux, pas d'informations publiques. Jean ferma son ordinateur portable. Il avait besoin de plus d'informations. Il devait tout savoir sur ses fils. Il prit son téléphone. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Allô? Une voix d'homme répondit. Philippe Fournier? Demanda Jean. Oui. Qui est-ce? Jean Dubois. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans. Vous avez fait du travail pour mon entreprise. Des vérifications d'antécédents sur des partenaires potentiels. Je me souviens, dit Philippe. J'ai vu les nouvelles aujourd'hui. Je suppose que c'est pour ça que vous appelez. Oui, dit Jean. J'ai besoin d'informations sur Valérie Leroy et les 4 garçons, tout. Où ils vivent, où ils vont à l'école, tout. Philippe resta silencieux un moment. Monsieur Dubois, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ce sont des enfants. Vos enfants. Je sais que ce sont mes enfants, dit Jean. C'est pourquoi j'ai besoin de savoir des choses sur eux. S'il vous plaît, je paierai ce que vous demanderez. Philippe soupira. Je ne fournirai que des informations de base. Rien d'intrusif. Rien qui ne franchisse les limites légales. Compris? Compris, dit Jean. Je vous appellerai dans 3 jours, dit Philippe. Il raccrocha. Jean posa son téléphone. 3 jours. Il devait attendre 3 jours. Le lendemain matin, Jean se réveilla à 5 heures. Il n'avait pas dormi. Il avait passé toute la nuit à lire des articles sur lui, à regarder la vidéo de la fête, à lire les commentaires sur les réseaux sociaux. La plupart des commentaires étaient cruels. Jean Dubois est un monstre. Comment abandonner 4 fils? Cette pauvre femme a élevé des quadruplés seule pendant qu'il vivait dans une maison de campagne. Il mérite tout le mal qui lui arrive. Certains commentaires le défendaient. Comment pouvait-il savoir? Elle a caché les enfants. Elle aurait dû essayer plus fort de le contacter, mais la plupart des gens blâmaient Jean. La plupart des gens étaient du côté de Valérie. Le téléphone de Jean sonnait constamment. Il ne répondait pas. Il le laissait simplement sonner. À 9 heures, on frappa à sa porte. Jean se dirigea vers l'entrée. Il ouvrit la porte. Un coursier se tenait là, tenant une enveloppe. Monsieur Jean Dubois? Oui. J'ai une livraison pour vous. Veuillez signer ici. Jean signa. Il prit l'enveloppe. Le coursier partit. Jean ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, une demande de divorce déposée par Sandrine Moreau-Dubois. Jean les parcourut. Sandrine ne demandait pas grand-chose. Elle voulait les biens qu'elle avait apportés dans le mariage. Elle voulait une séparation nette. Elle ne voulait rien d'autre de Jean.
Au bas se trouvait une note manuscrite de Sandrine. Jean, je ne peux pas être marié à quelqu'un qui ment. Je ne peux pas être marié à quelqu'un qui abandonne ses propres enfants. Je ramène Léo en Bretagne. S'il te plaît, ne nous contacte pas. Sandrine. Jean plia les papiers. Il les posa sur la table de l'entrée. Il retourna dans son salon. Il s'assit. Il fixa le mur. Son téléphone vibra. Un message texte de son partenaire commercial, David Thornton. Jean, nous devons parler. Appelle-moi immédiatement. Jean appela. David, dit Jean. Jean, que diable s'est-il passé hier? Demanda David. Sa voix était en colère. Tu as vu la vidéo? Dit Jean. Tout le monde a vu la vidéo. 50 millions de personnes ont vu la vidéo. Comprends-tu ce que cela signifie pour notre entreprise? Qu'est-ce que ça signifie? Demanda Jean. Il s'en fichait, mais il demanda quand même. Ça signifie que les investisseurs se retirent. Ça signifie que les gens ne veulent pas travailler avec toi. Ça signifie que notre réputation est endommagée. Notre réputation ou ma réputation? Demanda Jean. Les deux, dit David. Écoute, Jean, tu es un bon homme d'affaires, mais ce scandale est trop grand. Le conseil d'administration s'est réuni ce matin. Ils veulent que tu te retires de tes postes de direction. Ils veulent que tu prennes un congé. Jean rit. C'était un son amer. Ils veulent que je me retire des entreprises que j'ai bâties. Oui, dit David. Je suis désolé, mais c'est trop. 4 fils, Jean. 4 fils dont tu ne connaissais pas l'existence. Ça te fait paraître irresponsable, négligent. Les gens ne te font plus confiance. Bien, dit Jean. Dis au conseil que je me retirerai. David resta silencieux. Il s'attendait probablement à ce que Jean se batte. D'accord, merci. Je leur ferai savoir. Jean raccrocha. En 2 heures, Jean reçut 4 autres appels, 4 autres partenaires commerciaux. Ils dirent tous la même chose. Retire-toi. Prends une pause. Distancie-toi des entreprises. Jean accepta tout. Il ne se battit pas. Il ne se souciait pas des affaires en ce moment. Il ne se souciait que d'une chose, ses fils. 3 jours plus tard, Philippe Fournier appela. Monsieur Dubois, j'ai les informations que vous avez demandées. Dites-moi, dit Jean. Les garçons vivent au 1742 avenue du Prado à Marseille. C'est une maison de 3 étages dans un beau quartier. Ils fréquentent l'Académie des Collines Provençales. C'est une école privée. Très bonne réputation. Ils jouent dans une équipe de football junior appelée les Tigres du Vieux-Port. Ils s'entraînent les mardis et jeudis après-midi. Ils prennent des cours de piano les jeudis soirs. Leur professeur est une femme nommée Madame Chen. Jean nota tout. Ses mains tremblaient. Quoi d'autre? Demanda Jean. Valérie Leroy possède Valérie Leroy Conseil juridique. 12 employés. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était d'environ 3 millions d'euros. Elle s'en sort très bien. Les garçons sont en bonne santé, heureux, ils ont des amis, ils ont une bonne vie. Envoyez-moi tout. Photos, adresse, tout, dit Jean. Je vous enverrai le rapport complet par email, dit Philippe. 20 minutes plus tard, Jean reçut l'email. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photos. 4 garçons en uniforme de football bleu donnant un coup de pied dans un ballon. 4 garçons marchant dans une rue en tenant la main de Valérie. 4 garçons assis dans une salle de classe. 4 garçons souriant. Jean fixa les photos pendant des heures. Il zooma sur leurs visages. Ils avaient l'air si heureux, si en bonne santé, si aimés. Ils n'avaient pas besoin de lui, mais il avait besoin d'eux. Jean ouvrit une nouvelle fenêtre de navigateur. Il chercha des vols pour Marseille. Jean réserva un vol pour le mercredi matin. Il ne le dit à personne. Il n'appela pas son avocat. Il fit juste une petite valise et se rendit à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Le vol dura 1 heure et 30 minutes. Jean était assis en première classe,
mais il ne remarqua pas le siège confortable ni les boissons gratuites. Il regardait par la fenêtre les nuages en dessous. Il n'arrêtait pas de penser aux photos, ses 4 fils jouant au football, souriant, riant, vivant leur vie sans lui. L'avion atterrit à l'aéroport Marseille-Provence à 11h15 du matin. Jean loua une voiture, une berline noire. Il entra l'adresse dans le GPS. 1742 avenue du Prado. Il traversa la ville. Marseille était animée, des voitures partout, des gens marchant sur les trottoirs. Le soleil était éclatant. L'air sentait l'eau salée de la mer. Jean atteignit le quartier du Prado. Le quartier était magnifique. Des rues propres, de belles maisons, des arbres bordant les trottoirs. Pas aussi chic que les quartiers de Provence, mais confortable, sûr, agréable. Il trouva la maison de Valérie. C'était une grande maison de style haussmannien peinte en bleu clair avec des garnitures blanches. Il y avait un petit jardin devant avec des fleurs. Une clôture en fer forgé entourait la propriété. Jean se gara de l'autre côté de la rue. Il coupa le moteur. Il s'assit et fixa la maison. Ses fils vivaient là, derrière ces murs, dans ces pièces. Ils prenaient leur petit déjeuner là. Ils jouaient là. Ils dormaient là. Jean regarda sa montre. 11h45. Les garçons devaient être à l'école maintenant. Le rapport de Philippe disait que l'école se terminait à 15h30. Jean décida d'attendre. Il resta dans sa voiture pendant 3h45. Il surveilla la maison. Il ne vit rien. Personne n'entra ni ne sortit. À 15h20, un SUV noir s'arrêta devant la maison. Une femme en sortit. Elle était plus âgée, peut-être 60 ans. Elle avait les cheveux gris. Elle portait un jean et un pull. Elle déverrouilla la porte d'entrée et entra. Probablement une nounou ou une femme de ménage, pensa Jean. 10 minutes plus tard, le même SUV noir s'arrêta de nouveau. Cette fois, Valérie conduisait. Les garçons étaient sur les sièges arrière. Jean se redressa. Son cœur battit plus vite. Valérie se gara dans l'allée. Elle sortit. Elle ouvrit les portières arrière. Les 4 garçons sortirent. Ils portaient des uniformes scolaires, des chemises bleues, des pantalons beiges. Ils portaient chacun de petits sacs à dos. Ils parlaient et riaient. Théo dit quelque chose et Nathan rit. Lucas tenait la main de Valérie. Enzo courut en avant vers la porte d'entrée. « Enzo, attends-nous » cria Valérie. Enzo s'arrêta. Il attendit près de la porte, sautillant sur place. Valérie déverrouilla la porte. Les garçons coururent à l'intérieur. Valérie suivit. La porte se referma. Jean fixa la maison. Il venait de voir ses fils. Vraiment les voir. Pas à une fête avec une centaine de personnes. Juste eux, étant normaux, étant des enfants. Il voulait sortir de la voiture. Il voulait frapper à la porte. Il voulait leur parler. Mais il resta dans sa voiture. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas quoi faire. 1 heure passa. Jean vit des lumières s'allumer à l'intérieur de la maison. Il vit des ombres bouger derrière les fenêtres. Il imagina ce qui se passait à l'intérieur. Les garçons faisant leurs devoirs, prenant leur goûter, jouant. 1 autre heure passa. Il était 17h30 maintenant. Le soleil commençait à se coucher. Puis la porte d'entrée s'ouvrit. Valérie sortit. Elle ne regarda pas les fenêtres de la maison. Elle regarda directement la voiture de Jean. Elle traversa la rue droit vers lui. L'estomac de Jean se noua. Comment savait-elle qu'il était là? Valérie atteignit sa voiture. Elle frappa à la vitre côté conducteur. Jean baissa lentement la vitre. Valérie le regarda. Son visage était calme, mais ses yeux étaient durs. En colère. « Tu dois partir, » dit Valérie. Sa voix était basse, mais ferme. « Je voulais juste les voir, » dit Jean. « Tu les as vus. Maintenant, pars. » Valérie, s'il te plaît. Je dois te parler. Non. Tu n'as pas le droit de te pointer chez moi. C'est ma maison. Ce sont mes enfants.
Tu ne peux pas être ici. Ce sont aussi mes enfants, dit Jean. Valérie prit une profonde inspiration. Nous avons déjà eu cette conversation à la fête devant 100 personnes. Je t'ai dit alors que tu avais renoncé à tes droits. Je ne savais pas, dit Jean. Je ne savais pas qu'ils existaient. Tu ne voulais pas savoir, dit Valérie. Il y a une différence. S'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi les rencontrer. Laisse-moi leur parler. Juste 5 minutes. Non. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont 4 ans, dit Valérie. Sa voix devenait plus forte. Ce sont des bébés. Ils ne comprennent pas qui tu es. Ils ne comprennent pas le divorce, ni les scandales, ni rien de tout ça. Si tu te pointes ici, ça va les perturber. Ça va leur faire peur. Je suis leur père, dit Jean. Tu es un étranger, dit Valérie. Un étranger qui leur ressemble. C'est tout. Jean ouvrit la portière de sa voiture. Il sortit. Il fit face à Valérie sur le trottoir. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda Jean. Sa voix se brisa. « Dis-moi ce que je dois faire. Je ferai n'importe quoi pour faire partie de leur vie. » Valérie le regarda pendant un long moment. Son visage s'adoucit légèrement. Pas beaucoup, mais légèrement. « Tu ne peux pas acheter ça, Jean, dit Valérie doucement. Tu ne peux pas arranger ça avec de l'argent ou des avocats ou de grands gestes. Ces garçons ont une bonne vie. Ils m'ont, moi. Ils ont de la stabilité. Ils ont une routine. Ils ont de l'amour. Ta venue dans leur vie en ce moment apporterait le chaos. Ça apporterait des caméras, des journalistes et du scandale. Je ne laisserai pas ça leur arriver. Alors quoi? Je disparais, c'est ça? Je fais comme s'il n'existait pas? Oui, dit Valérie. C'est exactement ce que tu fais. Tu nous laisses tranquilles. Tu les laisses grandir en paix. Pour combien de temps? Demanda Jean. Pour toujours? Valérie secoua la tête. Quand ils auront 18 ans, ils pourront décider. S'ils veulent te rencontrer, alors je ne les en empêcherai pas. Mais d'ici là, tu restes à l'écart. 18 ans? Dit Jean. Tu veux que j'attende encore 14 ans? Oui. Ce n'est pas juste. Juste? La voix de Valérie redevint dure. Tu veux parler de justice? Était-ce juste quand tu as bloqué mes appels? Était-ce juste quand tu as dit à tes avocats de me menacer? Était-ce juste quand tu as dit à tout le monde que j'étais brisée et incomplète? Est-ce que tout ça a été juste, Jean? J'en avais pas de réponse. Tu as fait des choix, continua Valérie. Tu as choisi la fierté plutôt que la vérité. Tu as choisi ta réputation plutôt que la famille. Tu as choisi de m'humilier à cette fête. Chaque choix a une conséquence. Voici la tienne. J'ai fait des erreurs, dit Jean. Je sais que j'en ai fait, mais ces garçons sont innocents. Ils ne méritent pas de grandir sans père. Ils ne grandissent pas sans père, dit Valérie. Ils grandissent sans toi. Il y a une différence. Ils m'ont, moi. Ils ont ma sœur Nathalie qui vient tous les mois. Ils ont des professeurs, des entraîneurs et des amis. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Sauf un père, dit Jean. Sauf toi, corrigea Valérie. Et honnêtement, Jean, ils sont mieux sans toi. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne te soucies que de ce que tu veux. Tu ne te soucies pas de ce qui est le mieux pour eux. Ce n'est pas vrai, dit Jean. Si, c'est vrai, dit Valérie. Si tu te souciais de ce qui est le mieux pour eux, tu ne serais pas ici en ce moment. Tu ne serais pas garé devant ma maison à les regarder. Tu nous laisserais tranquilles. Jean sentit des larmes dans ses yeux. Je veux juste les connaître. Tu as eu une chance, dit Valérie. Il y a 3 ans, tu as eu une chance. Tu l'as jetée. Maintenant, tu dois vivre avec ça. Elle se tourna et commença à retourner vers sa maison. Valérie, attends, appela Jean. Elle s'arrêta. Elle ne se retourna pas. Elle resta juste là, le dos tourné. Leur parleras-tu de moi? Demanda Jean.
Leur diras-tu que j'existe? Valérie tourna légèrement la tête. Ils savent déjà que tu existes. Ils étaient à la fête. Ils t'ont vu. Ils savent que tu es leur père biologique. Que leur as-tu dit? Je leur ai dit la vérité. Avec des mots simples qu'ils peuvent comprendre. Je leur ai dit que tu avais fait des erreurs. Je leur ai dit que parfois les gens sont égoïstes. Je leur ai dit qu'ils ne sont pas définis par tes choix. Est-ce qu'ils me détestent? Demanda Jean doucement. Non, dit Valérie. Ils ne te connaissent pas assez pour te détester. Ils sont juste confus. Et je veux que ça reste comme ça. Je veux qu'ils soient libérés de ce gâchis. Libérés des caméras, des commérages et de tout ça. Je comprends, dit Jean, même s'il ne voulait pas comprendre, même si ça faisait mal. Si tu te soucies d'eux un temps soit peu, dit Valérie, tu partiras. Tu retourneras à Bordeaux, tu vivras ta vie, et tu nous laisseras vivre la nôtre. Elle retourna à sa maison. Elle ouvrit la porte. Elle entra. La porte se referma derrière elle. Jean resta sur le trottoir. Il regarda la maison. Il vit un rideau bouger à une fenêtre de l'étage. Un petit visage regarda dehors. C'était Nathan. Il fixait Jean avec des yeux verts curieux. Puis Valérie apparut à la fenêtre. Elle tira le rideau. Jean remonta dans sa voiture. Il y resta encore 10 minutes. Puis il démarra le moteur. Il s'éloigna de l'avenue du Prado, loin de la maison, loin de ses fils. Il retourna à l'aéroport. Il réserva un vol de retour pour Bordeaux. Le prochain vol était à 21h. Jean s'assit dans le terminal de l'aéroport en attendant. Il regarda les familles passer, des parents avec des enfants, des pères tenant la main de leurs fils, des mères portant des bébés. Il avait 4 fils et il ne pouvait pas les toucher, ne pouvait pas leur parler, ne pouvait pas les connaître. Il sortit son téléphone. Il regarda les photos que Philippe lui avait envoyées. 4 garçons souriants, 4 garçons jouant, 4 garçons vivants. Jean réalisa quelque chose assis dans cet aéroport. Pour la première fois de sa vie, il voulait quelque chose désespérément. Quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir, quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, quelque chose que le pouvoir ne pouvait pas lui obtenir. Il voulait ses fils, et c'était la seule chose qu'il n'aurait jamais. Jean retourna à Bordeaux cette nuit-là. Il arriva à sa maison de campagne à minuit. La maison était sombre et vide. Sandrine était partie. Léo était parti. Tout le personnel était parti depuis des heures. Jean traversa les pièces silencieuses. Il alla dans sa chambre. Il ne dormit pas. Il resta allongé sur son lit, fixant le plafond, pensant à ses fils. Le lendemain matin, Jean appela son avocat, Pierre Dupont. « Pierre, j'ai besoin que vous contactiez l'avocat de Valérie, » dit Jean. « Je veux des droits de visite. Je veux voir mes fils. » Pierre resta silencieux un moment. « Jean, je ne pense pas que ce soit une bonne idée en ce moment. Le scandale est encore frais. Peut-être attendre quelques mois. » Non, interrompit Jean. Je veux que ce soit fait maintenant. Contactez son avocat aujourd'hui. D'accord, dit Pierre. J'essaierai. 2 jours plus tard, Pierre rappela. J'ai parlé à l'avocat de Valérie. Il s'appelle Nicolas Lefebvre. Il a dit que Valérie n'est pas intéressée par des arrangements de visite en ce moment. Pas intéressée, dit Jean. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non, Jean. Elle ne veut pas de toi près des enfants. Mais j'ai des droits. Je suis leur père biologique. Tu as renoncé à tes droits, dit Pierre. Ou plutôt, elle a renoncé à toute prétention sur ton argent et tu as refusé le contact. C'est compliqué. Nous pourrions porter ça devant les tribunaux, mais ce serait cher et tu perdrais probablement. Pourquoi perdrais-je? Parce que tu les as abandonnés. Parce que tu as refusé le contact quand elle a essayé de te parler de la grossesse. Parce qu'un juge regardera ces garçons et verra qu'ils sont en bonne santé et heureux avec leur mère. Aucun juge ne forcera Valérie à te laisser entrer dans leur vie alors que c'est toi qui as coupé le contact en premier lieu. Jean ferma les yeux. Alors que dois-je faire? Tu attends, dit Pierre. Tu donnes du temps à Valérie.
Peut-être que dans quelques mois ou un an, elle changera d'avis. Un an? Dit Jean. Oui. Peut-être plus. Ce n'est pas quelque chose que tu peux précipiter. Jean raccrocha. Il s'assit dans son bureau, fixant son bureau. Il ne pouvait pas attendre un an. Il ne pouvait pas attendre du tout. Au cours des 6 mois suivants, Jean essaya tout. Il envoya des lettres à Valérie. De longues lettres s'excusant, expliquant, suppliant. Il envoya 10 lettres. Toutes revinrent non ouvertes. Retour à l'expéditeur. Il envoya des cadeaux pour les garçons, des jouets, des livres, des vêtements. Tout revint. Refusé. Il essaya d'envoyer de l'argent. Il ouvrit des fonds fiduciaires pour chaque garçon, 1 million d'euros chacun. Il fit envoyer les documents par son avocat à l'avocat de Valérie. Nicolas Lefebvre renvoya tout avec une note. Ma cliente ne veut pas de votre argent. Jean essaya d'appeler Valérie. Elle avait changé de numéro de téléphone. Il essaya d'appeler son bureau. La réceptionniste dit que Madame Leroy n'était pas disponible. Il essaya d'envoyer des fleurs. Elles revinrent. Il essaya de se présenter au match de football des garçons. La première fois, Valérie le vit assis dans les gradins. Elle retira immédiatement les garçons du terrain et les ramena à la maison. La deuxième fois, l'entraîneur demanda à Jean de partir. Valérie leur avait dit que Jean n'était pas autorisé près des enfants. Jean engagea une autre avocate, une femme nommée Sophie Thomas, spécialisée en droit de la famille. Sophie examina tous les documents. « Monsieur Dubois, je vais être honnête avec vous, » dit Sophie. « Vous n'avez pas un dossier solide. Vous avez volontairement coupé le contact avec Madame Leroy. Votre propre avocat a envoyé une lettre de menace. Vous n'avez aucune base légale pour exiger des visites. Donc je n'ai aucun droit sur mes propres enfants ? Demanda Jean. Vous avez des droits, dit Sophie. Mais ces droits sont limités par vos actions. Un tribunal pourrait vous accorder des visites supervisées. Peut-être, mais cela prendrait du temps et de l'argent, et Madame Leroy s'y opposerait. Et honnêtement, vous perdriez probablement. Les garçons sont jeunes. Ils ne vous connaissent pas. Ils sont stables avec leur mère. Un juge donnera la priorité à leur bien-être plutôt qu'à vos souhaits. Puis-je faire quelque chose ? Demanda Jean. Vous pouvez attendre, dit Sophie. Vous pouvez donner de l'espace à Madame Leroy. Vous pouvez montrer avec le temps que vous êtes sérieux au sujet de votre présence dans leur vie. Vous pouvez prouver que vous n'êtes pas une menace ou une perturbation, et peut-être qu'elle finira par autoriser des visites supervisées. Combien de temps cela prendra-t-il ? Sophie haussa les épaules. Des années, probablement. Peut-être quand les garçons seront plus âgés et pourront décider par eux-mêmes. Jean paya Sophie et quitta son bureau. Il se dirigea vers sa voiture, se sentant vaincu. Des années. Tout le monde disait la même chose. Des années. Une année passa. Puis une autre, puis une autre. Le scandale s'estompa lentement des nouvelles. Les gens passèrent à d'autres histoires, d'autres scandales. Le nom de Jean était toujours terni mais pas détruit. Certains partenaires commerciaux revinrent. Quelques affaires furent conclues. Jean reconstruisit lentement sa réputation. Mais chaque nuit, il pensait à ses fils. Chaque anniversaire, il se demandait ce qu'il faisait. Chaque Noël, il voulait envoyer des cadeaux mais savait qu'il reviendrait. Le divorce de Sandrine fut finalisé. Elle se remaria, avec un médecin en Bretagne, quelqu'un de gentil et stable. Léo termina le lycée et alla à l'université. Jean lui envoya une carte. Léo ne répondit pas. Jean vendit la maison de campagne. Trop de souvenirs. Trop d'espace pour une seule personne. Il acheta une plus petite maison à Bordeaux. 4 chambres, un petit jardin, calme. Il suivit une thérapie, avec une psychologue nommée Monique Durand. Elle avait la cinquantaine, avec des yeux bienveillants. « Pourquoi pensez-vous être ici, Jean ?» demanda Monique lors de leur première séance. « Parce que j'ai détruit ma vie, » dit Jean. « Parlez-moi de ça. » J'avais tout. Une femme, une famille, le succès, et j'ai tout jeté parce que j'étais cruel et fier. Que voulez-vous maintenant ?
demanda Monique. Je veux mes fils, dit Jean. Je veux les connaître. Je veux être leur père. Mais ils ne veulent pas de vous, dit Monique doucement. Non, leur mère ne veut pas de moi. Les garçons ne me connaissent pas assez pour me vouloir ou non. Pensez-vous à leur perspective? Demanda Monique. À ce qui est le mieux pour eux. Jean resta silencieux. J'ai essayé d'eux. Mais surtout, vous pensez à ce que vous voulez, dit Monique. Ce n'était pas une question. Oui, admit Jean. Je pense à ce que j'ai perdu, à ce que je n'aurai jamais. Au fil des mois de thérapie, Jean comprit lentement ses erreurs. Il apprit sur la fierté, le contrôle et la peur. Il apprit qu'il avait passé toute sa vie à essayer de prouver qu'il était digne, digne de respect, digne de succès, digne d'amour. Et quand Valérie ne pouvait pas avoir d'enfant, il s'était senti comme un échec. Alors il l'avait blâmé. Il en avait fait le problème. Il avait divorcé d'elle et répandu des mensonges sur elle pour protéger son propre ego. Pensez-vous mériter de connaître vos fils? Demanda Monique un jour. Non, dit Jean. C'était la première fois qu'il le disait à voix haute. Je ne les mérite pas. Je ne mérite rien d'eux. Alors pourquoi voulez-vous toujours les voir? Parce qu'ils sont à moi, dit Jean. Puis il se corrigea. Non, parce que je suis à eux. Ils font partie de moi et je veux les connaître même si je ne le mérite pas. 3 ans après la fête, Jean reçut un email. L'expéditeur était elle. Le roi. Le cœur de Jean s'arrêta. Il ouvrit l'email. Il était court. Monsieur Dubois, je m'appelle Lucas Leroy. Je suis l'un de vos fils. J'ai 7 ans. Mon professeur m'a aidé à écrire cet email. Je voulais vous dire merci pour la carte d'anniversaire que vous avez envoyée l'année dernière. Ma mère me l'a donnée. C'était gentil. Je ne vous connais pas, mais j'espère que vous allez bien. Lucas. Jean lut l'email 5 fois. Il appela sa thérapeute immédiatement. Elle lui a donné la carte, dit Jean. Valérie lui a donné une des cartes que j'ai envoyées. Ça veut dire quelque chose, non? Peut-être, dit Monique. Ou ça peut juste vouloir dire qu'elle pensait que son fils avait le droit de la voir. N'interprétez pas trop, Jean. Ne forcez pas les choses. Puis-je répondre? Que diriez-vous? Jean réfléchit attentivement. Je le remercierai. Je lui dirai que je pense à lui et à ses frères tous les jours. Je garderai sa cour, simple. Cela semble approprié, dit Monique. Mais Jean, ne vous attendez pas à une réponse. N'attendez pas que cela ouvre une porte. Soyez simplement reconnaissant pour cette petite connexion. Jean répondit cette nuit-là. Cher Lucas, merci pour ton email. Il signifie plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. Je pense à toi, à Théo, à Enzo et à Nathan chaque jour. J'espère que vous êtes heureux et en bonne santé. J'espère que l'école se passe bien. Je suis fier de vous même si je ne vous connais pas. J'espère qu'un jour je pourrai vous rencontrer, toi et tes frères, correctement. D'ici là, je vous souhaite tout le meilleur. Ton père, Jean. Il cliqua sur envoyer. Il attendit une réponse. Des jours passèrent, des semaines, des mois. Aucune réponse ne vint. Mais Jean garda cet email. Il l'imprima et le mit dans un cadre sur son bureau. C'était la seule chose qu'il avait de ses fils. Cette phrase écrite par un garçon de 7 ans. C'était plus qu'il ne méritait, mais c'était tout pour lui. D'autres années passèrent. Les garçons eurent 8, puis 9, puis 10 ans. Jean envoyait des cartes d'anniversaire chaque année. Il ne savait pas s'il les recevait. Il n'eut jamais de réponse. Il suivit de loin l'entreprise de Valérie. Valérie Leroy conseil juridique grandit. 20 employés maintenant, des bureaux à Marseille et à Lyon. Valérie avait du succès. Jean se demandait constamment ce qu'il en était des garçons. À quoi ressemblaient-ils maintenant? Quel était leur centre d'intérêt? Jouaient-ils toujours au football? Suivaient-ils toujours des cours de piano? Il ne le saurait jamais à moins que Valérie ne le permette. Et Valérie avait clairement indiqué sa position. Alors Jean vécut sa vie. Il travailla.
Il alla en thérapie. Il fit des dons à des œuvres de charité pour enfants. Il essaya d'être une meilleure personne qu'il ne l'était auparavant. Mais chaque nuit avant de s'endormir, il pensait à 4 garçons qu'il avait rencontrés une fois pendant 10 minutes. 4 garçons qui avaient ses yeux, ses cheveux et son sang. 4 fils qu'il ne connaîtrait jamais. 14 ans passèrent lentement. Jean avait 66 ans maintenant. Ses cheveux bruns étaient complètement gris. Son visage avait des rides profondes. Il ressemblait à un vieil homme, même s'il n'était pas si vieux. Le chagrin et le regret l'avaient vieilli. Il ne vivait plus dans une maison de campagne. Il vivait dans une maison modeste dans un quartier calme de Bordeaux. 3 chambres, un petit bureau, un jardin qu'il essayait d'entretenir mais n'en avait jamais l'énergie. Son entreprise s'était quelque peu rétablie au fil des ans. Il n'était plus milliardaire, mais il était toujours riche. Il avait assez d'argent, plus qu'assez, mais l'argent ne signifiait plus rien pour lui. Il allait toujours en thérapie une fois par mois. Monique Durand était maintenant à la retraite. J'envoyais un nouveau thérapeute nommé Mathis Roussel, un homme plus jeune avec de la patience et de la sagesse. « Pensez-vous toujours à vos fils » demanda Mathis lors d'une séance. « Tous les jours, dit Jean. Chaque jour depuis 14 ans. Avez-vous accepté de ne jamais pouvoir les rencontrer ? Je l'ai accepté, dit Jean. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Jean envoyait toujours des cartes d'anniversaire chaque année. Il ne recevait jamais de réponse. Il ne savait pas si les garçons voyaient même les cartes, mais il les envoyait quand même. Il n'essaya plus jamais de se montrer à Marseille. Il n'engagea plus d'enquêteurs. Il garda ses distances. C'était la seule chose qu'il pouvait leur donner, de l'espace, la paix. Son ex-femme, Sandrine, avait une belle vie en Bretagne. Elle envoyait à Jean une carte de Noël chaque année avec une photo de sa famille, son mari, Léo, la femme de Léo, leur petite fille. La famille de Sandrine était complète et heureuse. Jean était heureux pour elle. Elle méritait le bonheur. Léo avait 24 ans maintenant. Il travaillait dans la finance à Paris. Jean lui envoya un cadeau de fin d'études quand il termina l'université. Léo envoya une carte de remerciement, 3 phrases, polies mais distantes. C'était plus que ce que Jean attendait. Jean n'avait pas d'autre famille. Ses parents étaient morts il y a des années. Il n'avait pas de frères et sœurs, pas d'amis proches. La plupart des gens de son ancienne vie étaient passés à autre chose. Il était seul. Il accepta que c'était sa punition. C'était ce qui arrivait quand on choisissait la fierté plutôt que l'amour. Quand on choisissait la cruauté plutôt que la gentillesse. Un mardi matin de juin, Jean était assis dans son bureau à vérifier ses emails. La plupart des emails étaient liés au travail. Quelques-uns étaient des spams. Puis il vit un email qui lui coupa le souffle. L'expéditeur était Lucas Leroy. L'objet disait « Nous aimerions vous rencontrer ». Les mains de Jean se mirent à trembler. Il cliqua sur l'email. « Monsieur Dubois, je m'appelle Lucas Leroy. J'écris en mon nom et au nom de mes frères, Théo, Enzo et Nathan. Nous avons 18 ans maintenant. Nous avons obtenu notre baccalauréat la semaine dernière. Nous avons parlé de vous. Nous sommes curieux de connaître notre père biologique. Nous aimerions vous rencontrer une fois, juste pour parler, juste pour comprendre. Notre mère sait que nous écrivons ceci. Elle a dit que la décision nous appartenait. Nous suggérons de nous rencontrer dans un bistrot à Marseille. Un terrain neutre. Faites-nous savoir si vous êtes intéressé. Lucas Leroy. Jean lut l'email 3 fois, les yeux pleins de larmes. Il voulait le rencontrer. Après 14 ans. Après tout ce temps, ses fils voulaient le rencontrer. Jean répondit immédiatement, ses doigts tâtonnant sur le clavier. Cher Lucas, Théo, Enzo et Nathan. Oui, j'aimerais beaucoup vous rencontrer. N'importe quel jour, n'importe quelle heure, n'importe quel endroit. Merci de m'avoir contacté. Merci de me donner cette chance. Je serai là. Jean Dubois. Il cliqua sur envoyer. 30 minutes plus tard, Lucas répondit avec des détails. Samedi à 14 h, un bistrot appelé « Le Coin Café » sur le Vieux-Port à Marseille. Jean répondit pour confirmer. Puis il s'assit à son bureau et pleura.
Samedi arriva. Jean prit l'avion pour Marseille le vendredi soir. Il séjourna dans un hôtel du centre-ville. Il ne dormit pas. Il était trop nerveux. À 13h, il prit un taxi pour le Coin Café. C'était un petit bistrot avec des tables en bois et de grandes fenêtres. Pas chic, pas cher, neutre. Jean arriva avec 30 minutes d'avance. Il commanda un café noir. Il s'assit à une table dans un coin. Il surveilla la porte. Son cœur battait à tout rompre. Ses mains tremblaient. Il n'arrêtait pas de vérifier sa montre. 13h15, 13h30, 13h45. À 14h précises, la porte s'ouvrit. 4 jeunes hommes entrèrent. Jean se leva. Il eut le souffle coupé. Ils étaient grands, plus de 1,80 m. Ils avaient des cheveux châtains foncés coiffés avec soin. Ils avaient des yeux verts. Ils avaient des mâchoires fortes et des nez droits. Ils ressemblaient à Jean quand il était jeune, mais ils avaient aussi l'air différent, plus gentils, plus doux. Ils portaient des vêtements décontractés, des jeans et des t-shirts. Ils regardèrent autour du bistrot. Lucas vit Jean le premier. Il hocha la tête. Tous les 4 se dirigèrent vers la table de Jean. « Monsieur Dubois » dit Lucas. « Oui » dit Jean. Sa voix se cassa. « S'il vous plaît, appelez-moi Jean. » Les 4 frères s'assirent. Jean s'assit aussi. Il ne pouvait pas arrêter de les regarder, ses fils, juste là, devant lui. Personne ne parla pendant un moment. C'était gênant. Personne ne savait quoi dire. Finalement, Théo parla. « Merci d'être venu. »« Merci de m'avoir invité, » dit Jean. « J'ai voulu vous rencontrer depuis si longtemps. » Enzo baissa les yeux sur la table. Il semblait mal à l'aise. Nathan fixait directement Jean avec des yeux curieux. « Nous avons déjà commandé du café, » dit Lucas. Il était clairement le chef du groupe. « Nous ne savions pas de quoi vous vouliez parler, alors peut-être que vous devriez commencer. » Jean hocha la tête. Il prit une inspiration. « Je veux m'excuser, » dit Jean. « Je veux dire que je suis désolé pour tout, pour ne pas avoir été là, pour ne pas avoir su que vous existiez, pour les erreurs que j'ai commises avec votre mère. » « Vous n'avez pas seulement fait des erreurs avec notre mère, » dit Théo. Sa voix était calme mais ferme. « Vous avez fait des erreurs avec nous. Vous avez choisi de ne pas nous connaître. »« Je sais, » dit Jean. « Vous avez raison. J'étais égoïste. J'étais cruel. J'étais fier. Et j'ai tout perdu à cause de ça. »« Pourquoi avez-vous divorcé de notre mère ?» demanda Lucas. Jean s'attendait à cette question. Il s'y était préparé. Mais ça faisait toujours mal de répondre. Parce que je voulais des enfants et que nous ne pouvions pas en avoir. Les médecins disaient que ce serait très difficile. Je me suis mis en colère. J'ai blâmé votre mère. Je lui ai fait sentir qu'elle ne valait rien. Puis j'ai divorcé d'elle parce que je pensais qu'elle était le problème. Mais elle n'était pas le problème, dit Nathan. C'était la première fois qu'il parlait. Sa voix était plus profonde que celle de ses frères. Non, dit Jean. Elle n'était pas le problème. Le traitement a finalement fonctionné 2 semaines après que j'ai demandé le divorce. Votre mère a essayé de me le dire. J'ai refusé d'écouter. C'est de ma faute. C'est ma faute. Enzo leva enfin les yeux. Pourquoi avez-vous dit ces choses sur elle à la fête ? Ces choses cruelles. Jean ferma les yeux. Parce que je voulais la blesser. Je voulais montrer à tout le monde que j'avais gagné le divorce. Je voulais l'humilier. J'étais un homme mauvais. J'essaie toujours d'être meilleur. Êtes-vous meilleur ? demanda Lucas. Je ne sais pas, dit Jean honnêtement. J'essaie. Je vais en thérapie. Je travaille sur moi-même. J'essaie d'apprendre de mes erreurs, mais je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux que vivre avec. Les 4 frères se regardèrent. Ils eurent une conversation silencieuse avec leurs yeux. Il était clair qu'ils étaient proches, connectés. Nous avions besoin de vous rencontrer, dit Lucas. Pour voir si nous avions hérité de quelque chose de vous en dehors de votre visage.
Nous avions besoin de savoir si nous pouvions devenir comme vous. La poitrine de Jean se serra. Et qu'avez-vous trouvé? Théo sourit légèrement. Nous avons trouvé que nous ne vous ressemblons en rien. Nous ressemblons à notre mère, ajouta Enzo. Et c'est une bonne chose, termina Nathan. Jean sentit des larmes sur son visage, il hocha la tête. Oui, c'est une très bonne chose. Votre mère est forte, courageuse et gentille. Soyez comme elle. Ne soyez pas comme moi. Les 4 frères se levèrent. La réunion était terminée. Merci de nous avoir rencontrés, dit Lucas. Nous avions besoin de faire ça pour comprendre d'où nous venions. Puis-je vous revoir? Demanda Jean. Sa voix était désespérée. Les frères se regardèrent à nouveau. Puis Lucas secoua la tête. Nous ne pensons pas. Nous avons nos propres vies maintenant. Nous allons dans différentes universités à l'automne. Nous allons de l'avant. Nous ne voulons pas être connectés à votre passé, au scandale, à tout ça. Jean hocha la tête. Il comprenait. Puis-je demander ce que vous étudiez? Lucas sourit légèrement. Je vais étudier la médecine à l'école polytechnique. Théo étudie l'ingénierie à Centrale Supélec. Enzo étudie l'art à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Nathan étudie les sciences de l'environnement à l'université Paris-Saclay. Vous allez tous faire des choses incroyables, dit Jean. Nous l'espérons, dit Théo. Les 4 frères serrèrent la main de Jean un par un. C'était formel, distant, mais c'était quelque chose. Puis ils sortirent du bistrot ensemble. 4 jeunes hommes avec toute leur vie devant eux. Jean s'assit seul à la table. Il les regarda par la fenêtre. Ils marchaient dans la rue, côte à côte. Puis ils tournèrent à un coin et disparurent. Jean resta assis là pendant 1 heure. Il ne bougea pas. Il resta juste assis. Il avait pu les voir. Il avait pu entendre leur voix. Il avait pu savoir qu'ils étaient de bons hommes. Des hommes qui avaient choisi d'être différents de lui. C'était plus qu'il ne méritait. Mais il en était reconnaissant. À Marseille, Valérie était assise dans son salon. Ses fils rentrèrent. Ils lui racontèrent la réunion. « Ça va ?» demanda Valérie. « Oui, » dit Lucas. « Nous comprenons tout maintenant. Nous comprenons qui il est et qui nous choisissons d'être. » Valérie serra ses fils dans ses bras, tous les 4. Ces garçons, ces bons, gentils et forts garçons. Elle les avait bien élevés. Elle avait gagné, non pas en détruisant Jean, mais en construisant quelque chose de réel, quelque chose qui durait. À Bordeaux, Jean était assis dans sa petite maison. Il regardait une photo sur son téléphone, une photo qu'il avait prise secrètement à travers la fenêtre du bistrot. 4 jeunes hommes s'éloignant, ses fils, la famille qu'il avait jetée, la famille qu'il n'aurait jamais. Il vivait avec cette connaissance chaque jour. C'était sa punition. C'était sa leçon. Certaines erreurs ne peuvent pas être réparées. On ne peut que vivre avec, chaque jour, pour le reste de sa vie. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, je suis sûr que vous aimerez la prochaine. Ne perdez pas de temps. Cliquez simplement sur